Ok, ok, c'est bon, on est en direct. Mesdames et messieurs, c'est une grande nouvelle aujourd'hui. C'est la création du Smart Show. Alors, c'est quoi le Smart Show? En fait, c'est un show que je présente. Moi, c'est Mehdi Pejon, Smart Mehdi, comme vous me connaissez. Pourquoi Smart? Parce que l'idée, c'est de partager un petit peu de l'intelligence, de faire de l'intelligence collective et de euh, vraiment partager de la valeur tous ensemble avec des invités de valeur justement. Et étant donné que moi je suis un grand curieux, j'aime beaucoup les gens et je m'intéresse à tout le monde, c'est peut-être des fois mon grand défaut, mais là pour l'instant on va essayer d'en faire une force justement, c'est que j'ai connecté avec des personnes super intéressantes, super inspirantes, qui ont des parcours incroyables, qui ont des valeurs incroyables. Et vous savez tous que dans l'entrepreneuriat, 80% des résultats que vous allez obtenir sont liés à l'environnement que vous vous créez. Et donc moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager cet environnement et de vous permettre d'avoir accès à ce qui se fait de mieux dans chaque thématique autour de l'entrepreneuriat. Donc je suis très content de vous accueillir aujourd'hui avec un premier invité qui est Mustapha Chekri. Mustapha que j'ai connu dans un mastermind dans lequel on est en ce moment même, donc dans l'Equity Mastermind. Un gros clin d'œil à Maxime, Johan et Johnny, qui sont vraiment des personnes incroyables. Et ils viendront dans le show, ils seront là bientôt, donc vous inquiétez pas, vous entendrez parler d'eux. Et donc, j'ai connu Mustapha par le biais de ce mastermind. Et Mustapha, il s'avère qu'il est expert en finance d'entreprise. Et ça tombe bien parce que j'ai des entreprises et ça tombe bien parce que vous avez sûrement des entreprises. Et donc, du coup, l'idée, c'est que dans une entreprise, si on ne gère pas les finances, c'est vite compliqué. On a du mal à s'y retrouver et souvent, on croit qu'on avance et des fois, on recule et on ne le sait pas. Et souvent, on croit qu'on gère les choses, on croit qu'on que les choses avancent et que tout se passe bien, qu'on va gérer, qu'on maîtrise à peu près les flux, mais c'est que de l'à peu près. Et là où c'est génial avec Moustapha, c'est qu'il vient bousculer cet à peu près et il vient vous dire bah, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Vous savez que vous perdez 10 000 euros là de ce côté-là, et vous savez que la coque elle est percée par là, et vous savez qu'il y a de l'eau qui rentre par là, et vous savez que. Et là, on se pose des questions, on se dit ah merde, en fait, j'avais pas vu ça. Et en fait, j'avais pas vu ça parce que j'avais pas priorisé ça et parce que, en fait, si je regarde bien mon entreprise dans les chiffres, eh ben, je suis capable de récupérer beaucoup d'argent. Et en fait, justement, le super pouvoir de Mustapha, c'est de vous récupérer cet argent et de vous aider à remettre la main dessus et de maîtriser un peu vos finances. Donc voilà pour la présentation. Il y a le chat qui est ouvert. N'hésitez pas à poser des questions. Vu que c'est la première, je ne sais pas si je vais être réactif. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça va bien se passer. J'espère que vous allez profiter de ce show autant que nous, parce qu'on prend énormément de plaisir à être là. Donc voilà. Première fois que ça se passe aussi à 14h un après-midi. Beaucoup de gens travaillent et c'est bien dommage. Donc les prochains formats seront plutôt en soirée. Et on va essayer de faire ça tranquille ou bilou à la place de regarder Netflix. Autant regarder quelque chose qui va vous servir, vous faire grandir et aider votre entreprise à s'épanouir. Et vous-même en tant qu'entrepreneur aussi. C'est parti, je fais rentrer Mustapha et puis je vous dis à tout de suite. Ah, faudra que je fasse un petit jingle la prochaine fois. Allez, c'est parti. Salut Hello Mustapha, Mehdi, ça comment va? ça va? Bien? En forme et toi? Ouais, la forme. Super. Top. Je suis très content de t'avoir. Pareil, Euh, pareil, je te remercie de cette invitation d'abord. Bah écoute, c'est normal. Je t'ai dit que chose promise, chose due. Chose Hein. due. Moi, en fait, franchement, ce qui me casse, enfin, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que comme tu construis un petit peu ta formation, on va en reparler après. Ce qui Effectivement. m'embêtait un peu, c'est que tu manques de visibilité. Et quand tu m'as expliqué ce que tu fais, je me suis dit, mais le gars, il a une plus-value mais monstrueuse. Et comment ça se fait qu'il n'est pas connu? Comment ça se fait que les gens ne savent pas ce qu'il fait? Et comment ça se fait qu'il n'est pas en lumière? Donc je me suis dit, il faut le mettre en lumière tout de suite direct. Merci, merci. Donc voilà, je t'explique un petit peu le concept. Euh, Tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais, si ça te dit dans un premier temps. Euh, Yes.
Je te couperai peut-être, peut-être pas, je sais pas, en fonction de si je comprends pas, parce que moi je suis un peu bête, tu vois, donc j'essaie toujours, je suis bête et discipliné, je pose des questions, mais comment ça se fait que. Et tu nous expliques un peu, tu nous éclaires. Et une fois qu'on aura passé ce premier cadre de ce que tu fais, on va essayer de regarder un petit peu qui tu es, comment tu en es arrivé là, ton histoire et un peu tout ça. On veut découvrir le personnage qui se cache derrière tout ça. Ça me va, ça me Ok? va. Yes. Nickel. Allez, c'est parti. Euh, Allez. Dis-nous tout. Tu veux faire comment? Alors, je vais commencer par une présentation. J'ai préparé un PowerPoint. Ouais, Ok, voilà. ok. Donc, On voit. je vais vous dire d'abord qui je suis, pourquoi je me suis intéressé à la finance d'entreprise, quels sont les clients que j'ai accompagnés en fait durant toutes ces années d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en 2011 à accompagner les entreprises. Donc, ça fait quand même plusieurs années, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier-là. Et après, je vous laisserai des liens pour ceux qui voudraient du coup prendre contact avec moi ou qui veulent aller plus loin pour savoir en fait ce que je propose aujourd'hui comme service. Donc là, on va passer du coup à la prochaine slide. Donc, qui je suis? Mustapha, je m'appelle Mustapha. Je suis diplômé en fait de 2 masters en finance d'entreprise. Le premier, c'était en école de commerce. Donc, j'ai fait un premier master en finance, audit et contrôle de gestion. Et après avoir intervenu en fait dans une entreprise et j'ai vu ce qu'était réellement le contrôle de gestion dans une entreprise, je me suis dit ce serait intéressant de faire un deuxième master, mais cette fois-ci en allant un peu plus dans le détail pour mieux comprendre en fait comment fonctionne le contrôle de gestion et les systèmes d'information. Donc c'est là que j'ai fait du coup un deuxième master parce que j'ai vu que au centre en fait du contrôle de gestion, il y a les systèmes d'information. Un contrôleur de gestion aujourd'hui qui n'a pas d'information ne pourra malheureusement pas faire son métier. Et donc le nerf de la guerre, c'est comment récupérer ces datas-là, comment automatiser la circulation de l'information au sein d'une entreprise. Et donc, c'est ce qui m'a poussé du coup à aller vers ce master-là. Une fois que voilà, tout ce cursus est terminé, j'ai eu mon premier CDI au sein d'une PME, c'était une agence de communication, au sein de laquelle on a mis en place le contrôle de gestion de A à Z. Ils avaient recruté à l'époque un nouveau DG, il est arrivé, il s'est dit c'est quand même bizarre. Vous faites 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais malheureusement, j'ai aucune visibilité sur ce qui se passe dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'avant, en fait, il n'y avait qu'un responsable financier, et le responsable financier, malheureusement, il ne va pas pouvoir tout gérer. Donc, il va avoir besoin Combien? de bras pour aller plus dans le détail. Excuse-moi, combien de chiffre d'affaires il faisait? 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ouais, effectivement. Et à 15 millions d'euros, il ne savait pas ce qui se passait dans son entreprise. Bon, il savait vaguement, en fait. Ce que tu disais, en fait, dans l'introduction, c'est que des fois, on pilote malheureusement nos boîtes avec nos têtes ou avec de l'approximatif. Et ce que je trouve dommage dans l'approximatif, c'est que des fois, ça nous pousse, en fait, à prendre des mauvaises décisions. Donc, quand on n'est pas vraiment dans le détail, si je te dis, OK, cette année, tu as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, l'année d'après, tu as fait 1,2 million, c'est bien, mais viens, on analyse ton chiffre d'affaires. Comment tu fais ton chiffre d'affaires? Avec quel type de client, tu vois? Avec combien de clients sur l'année? Si tu as des commerciaux, quel commercial performe plus que l'autre? Tu vois, et là, tu rentres vraiment dans le détail. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, dans les contrôles de gestion, heureusement, c'est la data qui fait en fait, qui est le nerf de la guerre en fait de ce métier-là. Si tu n'as pas de data, tu ne peux pas faire le métier du contrôle de gestion. C'est Sinon, quoi tu la vas faire de phrase l'approximatif. C'est qui? Je sais plus, c'est de qui la phrase tout ce qui se mesure s'améliore, c'est ça? Ouais, tout ce qui se mesure s'améliore. Et si on n'arrive pas à mesurer, malheureusement, on n'a pas assez de données. Et ce que j'ai remarqué à force de parler avec des entrepreneurs, c'est que ils te disent tous ouais, non mais moi je sais où je vais, mais dès que tu lui parles en fait de tableau de bord, de ouais, qu'est-ce que tu as mis en place, comment tu drives tes chiffres, il va te dire j'en sais rien en fait, moi c'est dans ma tête, je sais que je gère bien ma boîte. Mais ok, il n'y a que toi qui le sais et tu le sais dans ta tête. Moi, c'est ça. Hein. Et là, ce que je te disais du coup hier quand on a échangé, c'est que moi j'ai à Eureka, à chaque fois que je sors des chiffres à un entrepreneur et qui me dit mais punaise, mais je savais même pas en fait qu'il y avait ce truc-là dans ma boîte. T'imagines, c'est juste dingue en fait. Un entrepreneur, donc tu as un business, mais tu ne sais pas du tout ce qui se passe dedans en fait. Tu ne maîtrises pas. En fait, tu vois des ampoules s'allumer de partout quand tu parles aux entrepreneurs. C'est ça. Il y a plein de choses en fait qui s'allument, mais derrière, le nombre de fois que j'ai fait économiser à mes clients en fait des plus que ce qu'ils me payaient. Hein. Franchement, j'arrivais à me payer beaucoup plus, c'est des fois 10, des fois même plus. Je leur dis, mais par exemple, si je prends juste une commission, combien je toucherais moi, tu vois?
ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, l'entreprise 15 millions d'euros, là. 15 Ouais. millions d'euros de chiffre d'affaires, Ouais. il y a forcément, donc ça c'est le chiffre d'affaires, il y a forcément une marge dessus de rentabilité à aller chercher. Si sa rentabilité, elle était par exemple de, allez, je dis n'importe quoi, 10%, toi tu vas aller lui chercher une rentabilité à 15%. Du coup, Même plus. même Même plus des plus. fois, en fait. Alors on va Ouais, dire des fois, 10%. c'est. Donc tu lui fais économiser par exemple 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc finalement, il te paierait 15 000 euros. C'est juste 1% de ce que tu lui as fait. Ce que Je tu lui vais te as donner fait. un Ouais. exemple concret, comme ça tu arrives à visualiser un peu le type d'économie qu'on a fait faire à cette boîte. C'est que le président à l'époque, il avait décidé de prendre des locaux qui faisaient 3 étages, avec une idée en se disant, bah, moi je vais réussir à sous-louer les autres étages que je n'utilise pas. Et en sous-louant, bah, c'est bon, en fait, bah, je vais payer que 100 000 sur 400 000 euros, quoi. Smart. Euh, Problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à sous-louer la totalité en fait des espaces vides. Donc du coup, bah, il supportait la charge de ces espaces-là. Donc l'idée de départ est bonne, mais quand tu analyses les chiffres, tu te rends compte en fait que sa logique initiale, ok, mais comment se passent les choses dans le monde réel, bah, elles ne se passent pas du tout comme il les avait prévues. Et on Et a comment. beau analyser, moi je suis arrivé dans cette boîte en 2011, et ça faisait un petit moment qu'ils avaient ce local-là. Je pense qu'ils avaient eu ce local-là en 2010, donc ça faisait un an. Ils se sont jamais dit, bah, en fait, ce local-là, il est très cher. Donc même Donc, toi, tu vas aller regarder le foncier aussi. Tu vas aller regarder tout ce qui se fait au niveau du foncier aussi. on regarde, en fait, nous, on rentre vraiment dans le détail. C'est ce que me disent, en fait, la majorité des gens qui me prennent en mission, c'est que tu vas être nos yeux dans l'entreprise. Nos yeux, pas en rapportant, en fait, ce que dit chaque salarié. C'est pas en faisant, on va dire, la pute, en fait, du dirigeant. C'est surtout Il a euh, dit un gros mot, il a dit un gros ouais, mot, mais il a dit un gros mot. malheureusement, Oh là là. c'est un peu ça. C'est pas le but. Le but, c'est d'être ses yeux à travers les chiffres et de faire parler les chiffres. Ouais. En fait, toi, tu vois l'entreprise comme dans le film Matrix, là. Tu vois les chiffres qui tombent partout, là. Ouais, c'est ça. C'est des chiffres de partout. Bah, si t'as pas de chiffres, malheureusement, t'es pas data driven. Parce que dans la Ouais. data, bah, c'est que des chiffres et un contrôleur gestion, il est drivé par la data. Et donc, du coup, je te disais, bah, cette entreprise-là, quand on avait remonté les informations au président, c'est là qu'il s'est dit, bah, oui, 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 ce serait smart, en fait, comme le Smart Show, ce serait smart, en fait, ce serait smart, du coup, de changer de local. Et là, on a bougé, on a changé de locaux et on est parti sur un truc qui nous coûtait 100 000 euros l'année. Et là, franchement, quand tu regardes la différence, tu t'es économisé presque 200 000 euros sur un changement de stratégie. C'est pour ça que je te Ouais. dis, des fois, en fait, c'est une décision, mais qui te fait économiser des centaines de milliers d'euros. Eh ouais. Et ok, ok. Et du coup, je t'ai coupé dans ta présentation, je m'excuse, Non, t'inquiète, ça va. mais en gros, tu leur as fait économiser énormément d'euros, de milliers d'euros, en changeant de local. Euh, Ouais. mais du coup, toi, tu es très proche finalement du dirigeant. Moi, je T'es- travaille moi, ouais, moi, mes responsables à chaque fois, c'est des DG de boîte, hein. C'est les DG. Bon, là où j'interviens, c'est soit j'interviens sur tout le périmètre de l'entreprise, et là, je vais travailler ouais, directement avec le directeur général, ou sinon, je vais intervenir sur un service en particulier. Ça veut dire que je vais bosser avec le directeur de la production, mais je vais faire le contrôle de gestion du coup de son service à lui. Ça va être du coup la verticale production, comme ça peut d'accord, être la verticale commerce, ou ainsi de d'accord. suite. Tu vois, ça dépend Et en du, fait du besoin d'entreprise. ok. Donc du coup, tu travailles qu'avec des grosses boîtes ou ça peut arriver de travailler avec des TPE, des petites entreprises Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que j'aime bien en fait quand il y a de l'humain dans l'entreprise. Quand il y a de l'humain, c'est quoi? C'est petites entreprises, des TPE, PME, des startups et pas forcément les grands groupes. Moi, D'accord. j'évite en fait les grands groupes au maximum. Je travaille avec des filiales de grands groupes. C'est des structures en fait un peu plus petites. Mais sinon, j'aime pas du tout le grand groupe parce qu'on devient un chiffre, personne ne nous connaît, c'est pas forcément le but, quoi. D'accord. Tu veux passer à la diapo suivante ou. Non, j'avais pas fini, mais en Fini, fait, fini, 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 fini. ouais. Moi, j'ai fondé du coup mon cabinet de conseil en 2020. Donc, c'est là où je me suis lancé vraiment dans la partie indépendant, entrepreneur. Mais avant, j'ai beaucoup exercé en tant que salarié. Et le but, en fait, de la création de Much Consulting, qui est ma boîte, c'est accompagner un maximum d'entrepreneurs. Parce qu'à travers en fait le salariat, j'en avais un peu marre de ce schéma de salarié. Moi, je suis issu d'une famille en fait de commerçants, donc j'avais pas du tout en fait ce modèle dans ma famille.
Et le premier jour où j'ai pris mon CDI, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi, mais par contre, je vais le faire pour acquérir un maximum de connaissances et de compétences du milieu professionnel. Donc, j'ai accompagné plein de boîtes en tant que salarié et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est le moment de me lancer du coup à mon compte et c'était en plein Covid. Donc, j'ai démissionné en plein Covid. C'était pas du tout une rupture conventionnelle ni autre. J'ai vraiment démissionné en me disant, bah, là, j'en ai un peu marre, je vais vraiment me lancer à mon compte pour du coup aller accompagner un maximum d'entrepreneurs. Et il s'avère qu'à ce moment-là, il y a plein de mecs qui se lancent sur Internet et du coup, bah, je les suivais, je regardais un peu comment ils géraient leur boîte. Sauf que malheureusement, c'était souvent des petits jeunes, tu vois, de 19, 20, 22 ans qui n'ont pas assez de retour et assez d'expérience dans ce milieu en fait du corporate. Et je me suis dit, mais franchement, je sais pas comment ils font ces gens-là pour piloter leur boîte, tu vois. Et je me suis dit, ce serait intéressant de lancer un truc qui va accompagner un maximum d'entrepreneurs. Et d'où est venue du coup cette idée de faire une formation pour accompagner les entrepreneurs dès la création de leur entreprise jusqu'à faire tourner leur boîte et faire du chiffre et faire du résultat derrière. Pourquoi je D'accord. dis pourquoi je Donc là, excuse-moi, c'est ça, hein, c'est Much Consulting. c'est Et moi, du coup, tu as créé ta formation, du coup. je ne l'ai pas encore créé, là, elle est en train. Donc Mhm. là, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler pour la fin d'année. Parce qu'en fait, je me suis lancé, j'ai lancé Much Consulting pour accompagner un maximum d'entrepreneurs. Et 2 ans après, je me suis rendu compte que je n'accompagnais pas énormément d'entrepreneurs que je le souhaitais. Et c'est là que je me suis dit, bah, c'est peut-être pas le bon business model. Et maintenant, il va falloir partir en fait sur un autre business model qui est plutôt la formation pour vraiment permettre à ces entrepreneurs-là qui n'ont peut-être pas encore les moyens de se payer mes services. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fonctionne en TJM, donc il y a un taux journalier moyen que je facture. Alors que la formation, bah, ça va être un coup, une fois, bim, et la personne pourra du coup appliquer mes conseils au sein de son business. Donc ça Genre, va être beaucoup moins cher. si entre guillemets, je veux m'offrir tes services en TJM, ça me coûterait combien à peu près? Aujourd'hui, en fait, j'avais commencé à 500 euros par jour, mais maintenant, je ne suis plus du tout en fait à ces tarifs-là. Du coup, bah, je facture beaucoup plus. Et malheureusement, au début d'un business, on ne peut pas du tout payer quelqu'un 500 euros par jour pour qu'il intervienne en fait dans notre business, quoi. Ah ouais, moi j'étais plutôt genre à mode 50 balles par jour. Ah non, Je rigole. je te conseillerais de prendre la formation quand elle sortira. Là, je rigole. Ouais, non, mais c'est super cohérent en fait. Parce que si tu fais économiser des millions aux gars, 500 balles par jour, c'est rien finalement. C'est ça. Ben, en fait, c'est le modèle dans lequel je suis dans le conseil, c'est du done for you. C'est moi qui fais le travail pour ta boîte. Alors que là, ça va être du coup, ben, c'est toi qui vas faire. En fait, moi, je vais te donner les conseils et toi, tu vas appliquer dans ta boîte. Donc, c'est pas forcément moi qui vais faire le travail. Après, rien n'empêche de m'appeler peut-être un jour ou deux pour t'aider au moins à mettre en place les choses et derrière, c'est toi qui pilotes. Mais en fait, ça dépend en fait de l'entrepreneur et ça dépend de son besoin. Et derrière, moi, je suis ouvert à adapter mon modèle en fait à chaque besoin, quoi. D'accord. Ok. Donc, faut rester à l'écoute parce que ta formation sort bientôt du coup. C'est ça, elle va sortir vers la fin de l'année, normalement là en novembre ou décembre. Magnifique. Et c'est format quoi? Format avec vidéo et il y a un groupe Ça va être, Facebook? ça va être format vidéo avec des coachings toutes les semaines Ok. pour pas que les entrepreneurs en fait soient perdus et se disent ouais ok j'ai acheté une formation mais je suis tout seul dans mon coin. Le but c'est vraiment de les accompagner à travers des coachings, un coaching par semaine pour qu'ils viennent et on regardera en live en fait quel est leur problème, où est-ce qu'ils bloquent et les aider du coup à débloquer, enlever ces blocages-là, les aider à avancer en fait dans leur gestion financière. D'accord. Cool. Ok. Yes. Dis-moi. Vas-y, on passe à la slide d'après. Donc, Ouais, pourquoi? pourquoi la finance d'entreprise? Dis-le pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, depuis tout petit, donc quand j'étais à l'école, mon unique matière, en fait, que j'aimais et dans laquelle je me donnais, et, franchement, qui me parlait vraiment, c'était les mathématiques. Moi, tu me parles des autres matières, ça ne m'intéressait pas. Histoire, géo, machin, ça ne matchait pas. Donc, dans les maths, on m'appelait à l'époque le petit génie, mais parce qu'en fait, c'était quelque chose qui me parlait et que pour moi, en fait,
c'était naturel et je passais même pour mes examens, en fait, je révisais même pas. Ça veut dire que je suivais pendant les cours et j'arrivais à l'examen sans même réviser à avoir des bonnes notes. Et je me dis, mais ça veut, ok, Eh, ça veut dire que mon j'aurais, cerveau, il est fait pour ça, quoi. j'aurais trop aimé être dans ta classe parce que moi, c'était tout le contraire. On serait trop Moi, bien entendu. J'aurais moi fait que c'était pas pomper le en reste, fait. moi, c'était que les maths et t'inquiète pas que la prof, quand elle me met à l'arrière, t'as toujours un mec devant moi qui essayait du coup de copier sur ma feuille, tu vois, se Ah ben, retourner, copier moi, ce j'aurais que je été mettais. snack direct. Ça me faisait toujours rire. Et, euh, et pourquoi, du coup, la finance d'entreprise, bah, je t'ai dit, j'aimais les chiffres. Et à travers, du coup, les accompagnements des entreprises, je me suis rendu compte, en fait, que à travers les chiffres, tu peux connaître l'histoire d'un business, tu peux vraiment rentrer dans le détail d'un business, et là, bah, tu vois comment tourne le business, tu vois, rien qu'à travers les chiffres. Tu fais parler les chiffres, et derrière, tu arrives à raconter une histoire. Et là, bah, tu as tout le schéma en vrai, tu vois. Donc, c'était vraiment le bon moyen pour me permettre de connaître différents business models et de rentrer vraiment dans le corps des business. Donc, pour un entrepreneur comme moi, c'était du pain unique, quoi, tu vois, c'était le top, quoi. Bah Et ouais. ça, je l'avais découvert également en lisant le livre de Warren Buffett. J'ai publié en fait dans un post là, sur Facebook dernièrement. Et dans ce livre-là, ça montre comment et sur quels critères Warren Buffett il se basait pour faire ses investissements. Et lui, il se basait que sur les chiffres. Et Warren les chiffres, Buffett. Warren Buffett, pour ceux qui savent pas, c'est qui? c'est un gros investisseur américain qui a des milliards et des milliards, qui s'est fait plein de milliards en fait. Dernièrement, ça s'est fait crescendo, mais ça a explosé d'un coup parce qu'en fait, il a investi depuis son jeune âge dans plein de boîtes du S&P 500, quoi. Ok. Et aujourd'hui, ben, le mec, il est parmi les hommes les plus riches du monde. Ok. Et lui, il Cool. se basait vraiment en fait sur les données financières pour savoir si un business est solide, s'il est scalable, s'il va tenir sur du long terme, parce que lui, son idée, c'est vraiment d'investir dans des business qui vont durer en fait dans le temps. Tu vois, il a investi dans Coca-Cola à l'époque, Coca-Cola, ça existe toujours. Il a investi dans Procter Gamble, Procter Gamble, ça existe toujours. Et lui, son but, c'est vraiment d'investir sur des projets long terme, mais pas forcément investir sur un truc qui va exploser l'année prochaine et que derrière, bim, ils vont fermer, au revoir, quoi. Donc Et il a pas acheté de Bitcoin, lui. non, là, il commence à s'y intéresser. Ok. Là, il commence à s'y intéresser. Il ne s'y intéressait pas avant, mais là, il commence à s'y intéresser. Ok, donc du coup, amour des chiffres et amour de l'entrepreneuriat. Du coup, pourquoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que moi, je suis issu d'une famille de commerçants, donc pas forcément dans une famille de salariés. Moi, mon père, c'est un commerçant, mon grand-père, c'est un commerçant, et on a en fait des entreprises familiales, mais on n'a pas du tout ce schéma en fait de salarié. Donc mon père, quand je lui donnais mon salaire à l'époque, il me disait ouais, mais pourquoi il t'augmente pas plus, tu vois? Là où j'ai commencé, moi, j'avais commencé peut-être à 1007. Il me disait mais c'est n'importe quoi, il va falloir que tu négocies un salaire à 10 000 € par mois. J'ai dit mais papa, je suis pas, tu vois, je suis pas non plus le DG de la boîte, c'est le DG de la boîte qui a ces salaires-là. Mais c'est parce qu'en fait, il n'était pas du tout dans la même vision. Tu vois, lui, il avait sa vision, moi j'avais la vision du salarié, mais c'était pas du tout les mêmes. Donc moi, j'ai commencé le salariat pour acquérir un maximum du coup de compétences professionnelles pour derrière me permettre à moi de créer un empire. Créer un empire comment? En achetant des boîtes, en investissant dans des business. Et qu'est-ce qui va me permettre d'investir dans un business? En regardant du coup les chiffres. Et là, je vais me dire, ok, donc maintenant que je maîtrise en fait et que j'arrive à faire parler les chiffres, je vais réussir à lire un bilan, je vais réussir à lire un compte de résultat, je vais savoir en fait ce que vaut une entreprise et ce qu'elle ne vaut pas, et aller plutôt dans des entreprises qui pourraient m'intéresser. Tu sais, moi, il y a une. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une chose. Vu qu'on est un peu enfin, on est dans la même dynamique aussi, c'est d'essayer de créer un empire d'entreprise, en tout cas un écosystème d'entreprise. Moi, quand je m'intéresse à une entreprise, pour la valoriser, je me dis, bah, en fait, qu'est-ce que le grand public serait prêt à mettre pour l'acheter, en fait. C'est pas forcément j'ai pas forcément de méthode de valorisation, à mon grand tort, peut-être. Mais justement, toi, tu fais comment, en fait? Rapidement, tu regardes quoi en premier direct, comme ça, tu dis, ça, c'est intéressant parce que. Et c'est quoi ce parce que? Il y a différentes méthodes de valorisation, mais moi, je me base vraiment sur l'EBE, en fait. C'est l'excédent brut d'exploitation qui, vous allez trouver la formule sur Internet pour pouvoir le calculer. Mais ce qu'il faut EBE. savoir, c'est que moi, la méthode
Bah, après, elle ne s'adapte pas à tous les business. Tu vois, dans la startup, tu vas retrouver en fait d'autres méthodes de valorisation, mais dans les boîtes, les boîtes qu'on voit au quotidien, c'est une très bonne méthode. Et après, tu as des multiplicateurs selon le secteur. Donc, tu prends ton EBE et tu vas multiplier par 2, 3, 4 ou 5 et ça va te donner la valeur d'une boîte. Ça, c'est une des méthodes de valorisation. Ce n'est pas la méthode, mais c'est une des méthodes de valorisation. Après, des méthodes, tu vas en avoir une centaine, voire des milliers de méthodes de valorisation. Ok. Ok, ok, cool. Et donc l'envie de bâtir un empire, donc faire parler les chiffres, maîtriser les C'était un business. moyen. En fait, la finance d'entreprise, à force de. Je t'ai dit, moi, j'aimais les chiffres. Donc, du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moyen qui va me permettre à moi d'investir dans des business et derrière de créer un empire. D'accord. Donc, Smart. dans la prochaine slide, on va voir du coup les quelques clients. Ça, c'est quelques clients que j'accompagne. Donc là, vous allez voir du coup que c'est plein d'entreprises dans plein de secteurs différents. Le Chronos 360, c'est de l'e-commerce. Ils vendent en fait des montres de luxe. Eux, ils n'achètent pas, ils revendent. En fait, c'est une marketplace dans laquelle on peut déposer notre montre et derrière la revendre et ils prennent en fait des commissions dessus. Quadriplay, c'est une agence de communication qui fait de la publicité dans les taxis, qui fait du street. Le street, c'est quoi? C'est de la diffusion de flyers, la distribution de flyers dans les métros, par exemple. Et ils font également des street marketing. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes à Paris ou pas, mais des fois, à la Défense, on a des stands et les marques mettent des stands à côté en fait, de l'arche pour du coup faire de la publicité à leurs produits, soit en faisant de la dégustation, si c'est du café ou autre, ou même faire tester des nouveaux jeux qui sortent. C'est Voilà, pas il y eux, a plein de trucs comme ça, ouais. c'est pas eux qui vendent des fausses baskets à Barbès? Non, pas du tout. Toi, t'es un fou. Euh, Ok, Derrière, on retrouve Itelis. Itelis, c'est en fait, ils sont dans l'assurance mutuelle. Quartus, ils sont dans l'immobilier. Et VK, ils sont dans l'édition et dans la formation professionnelle. Donc là, c'est juste pour vous dire en fait que j'interviens auprès de différents secteurs. Pas forcément, il n'y a pas forcément de secteur précis, mais on peut accompagner pas mal de secteurs. ok, ok. Donc cool. Et les indicateurs à suivre du coup dans une entreprise, c'est quoi? Moi, je conseillerais d'abord de suivre le chiffre d'affaires. Et comme je te disais tout à l'heure, suivre le chiffre d'affaires, c'est pas j'ai fait 1 million cette année, l'année d'après, je fais 1,2 million. Ça, c'est pas suivre son chiffre d'affaires, c'est juste le regarder. Le suivre, c'est vraiment rentrer dans le détail. Ça va dépendre en fait de comment ton entreprise est structurée. Si tu as des commerciaux, si tu as des closers, ça dépend en fait de comment ta boîte est structurée pour savoir en fait d'où vient ton chiffre d'affaires, quels sont tes top 10 des clients en fait, et est-ce que c'est des clients récurrents ou pas? Est-ce que c'est un client qui va revenir tous les mois parce que tu es sur une formule d'abonnement? Est-ce que c'est un client qui va revenir à la même période de l'année? Il va tout le temps en fait venir t'acheter ton service au mois de mars, au mois d'avril, au mois de décembre. Analyser du coup, si tu as par exemple, si tu fais comme Quadriplay, tu as du street marketing, de l'affichage taxi, vraiment analyser dans le détail et par type de business. Tu vois, l'affichage taxi, c'est différent du street. On n'est pas du tout sur les mêmes marges, on n'est pas du tout sur les mêmes commerciaux, on n'est pas du tout sur le même business. Donc ça, il va falloir l'analyser différemment. Donc il va falloir que tu définisses en fait la structure de ton chiffre d'affaires, comment il est structuré, comment tu vends, est-ce que tu as des commerciaux, analyser du coup leur performance. Ça va t'aider aussi derrière de leur fixer leurs objectifs et te permettre de calculer leurs commissions. Donc, il faut vraiment rentrer dans le détail du chiffre d'affaires et pas juste se dire, OK, cette année, on a fait 1 million, l'année d'après, on fait 1,2 million. Et puis voilà, c'est pas du tout comme ça qu'on va piloter le chiffre d'affaires. Ok. Ensuite, il faut Ouais. regarder les marges brutes. Les marges brutes, c'est quoi? En fait, c'est ton chiffre d'affaires moins ton coût d'achat, ou le coût, soit le coût direct de ton produit ou le coût direct de ton service. Et là, ça va te permettre direct de voir si tu as des structures qui sont lourdes, en fait, si tu es sur des produits en fait, qui sont, si tu es sur des marges brutes à 20%, là, tu sais déjà que tu es sur des marges qui sont vraiment très, très faibles. Et donc, tu vas avoir moins de marge et moins d'argent en fait, à dépenser derrière dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est recrutement, dans tout ce qui est tes loyers, tes frais généraux. Donc, tu vas voir que malheureusement, tu ne peux pas dépenser les 20%, sinon ça veut dire que tu ne fais pas de résultat. Mais tu sais déjà que tu es un peu serré, tu vois. Moi, les business que je préfère et
ce que je regarde, c'est des business qui font minimum 60% de marge. Déjà, tu te dis, OK, dans les 60% de marge, pour mes frais généraux, mon marketing, toutes les autres charges, je vais leur allouer, je sais pas, 40% et il me restera 20% de résultat au final. Donc là, 60% de marge, c'est. 60% de marge brute. Je ne parle pas de marge nette, je parle de Ah, marge ok. brute. Marge brute, ouais. Donc, tu as Ok. 60% de marge brute et derrière, bah, il te reste de l'argent en fait, à investir dans ton marketing et dans tes frais de structure et dans ton recrutement. Tu vois, tout ça, ça vient après la marge brute. Ça ne fait pas partie de la marge brute. Ok. Dans ta marge brute, ça va être vraiment le coût en fait, directement lié à ton produit. Donc, c'est soit tu vends un produit et du coup, bah, c'est le coût de ta marchandise que tu achètes, de tes matières premières, ou tu vends un service. Et le service, bah, ça veut dire, ça dépend en fait du coup de comment tu produis ton service. Les coûts Un vont exemple. directement liés à ton Prenons, service. prenons un exemple concret. Moi, je suis déménageur. J'ai une Ouais, boîte de déménagement. Je vais vendre un déménagement, ok, 1500 euros. ok. Donc, je vends un petit déménagement, 1500 euros. Ça, c'est mon prix de vente. Ouais, D'accord? ouais. Là, donc, du coup, ma marge brute, c'est quoi? C'est ce prix de vente, donc c'est 1500 euros par rapport à quoi? Par rapport au coût de quoi? Moins bah, tout ce que tu vas mettre en fait en place pour ce déménagement-là, peut-être la location des camions ou l'amortissement d'un camion si tu l'as acheté. Ça va être du coup bah, le coût de la personne qui va faire ce déménagement. Si c'est toi qui le fais, bah, tu mets ton coût en fait. Tu vas Ouais, mettre, là, tu es dans le déménagement, donc c'est des gens en fait qui vont faire ce déménagement. Tu vas payer un salarié pour faire ce déménagement. Donc ouais, là, une partie de ta masse salariale qui sera. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ta boîte, tu vas avoir un comptable, tu vas avoir ouais. une RH, tu vas avoir les personnes en fait qui vont faire le déménagement. C'est le coût de ces personnes-là que tu vas mettre directement bah, en face de ton chiffre d'affaires pour Enfin, avoir ta marge brute. Et tu ok. ne vas pas mettre ton comptable, tu ne vas pas mettre ta RH parce qu'elle Je ne va vais, je, pas faire en fait de l'exécution. Tu vois, c'est ok. pas elle qui va exécuter. Je mets pas les personnes, le personnel, ce que nous on appelle le personnel non navigant, je le mets pas dedans. Je mets pas le personnel. Et pareil, si je vendais par exemple des petits pains, j'en sais rien, je suis boulanger, je vais mettre tout ce qui rentre en jeu dans la fabrication de mon petit pain et notamment le salaire de la personne qui l'a fait, mais pas forcément le salaire, le coût de la comptable, le coût de la communication, le coût de C'est tout ça, tout ça. ça. C'est Ok. ça. C'est tous les coûts qui sont directement liés à la production. Directement lié en fait à ta production. Tu vois, sans lesquels ta production ne va pas se faire. C'est ça qu'il Ok. faut avoir comme logique. Tu vois, c'est si j'enlève ça, est-ce que ma production va se faire ou pas? Si elle ne se fait pas, c'est qu'il faut l'intégrer. Donc du coup, tu soulèves un problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, ils savent leur prix de vente, mais ils connaissent pas leur coût de revient. Ils connaissent pas leur coût de revient, ils connaissent pas leur marge brute. Et derrière, bah, je ne sais pas comment ils pilotent. Tu vois, pour définir ton coût marketing, si tu ne connais pas en fait ta marge brute, tu ne sais pas combien tu pourras allouer à ton marketing. Donc Souvent, souvent, on le tu vas fait, te on le bourrer, fait tu au vois. feeling, hein. Souvent, ça Bah, se des fait au fois, c'est feeling. au feeling. Tu vas lancer une publicité Facebook, bah, ce mois-ci, tu vas, je sais pas, dépenser 5 000 euros. Le mois d'après, tu vas dépenser 10 000 euros. Mais comment tu fais en fait pour définir ces montants-là, tu vois, ce budget-là? Ouais. Et, euh, et en fait, comment dire, cette marge brute, donc ce coût de revient, est-ce que toi, tu as des outils pour genre un tableur Excel que tu peux nous mettre à disposition pour qu'on puisse ben, déjà avoir une idée pour calculer notre coût de revient? Je peux t'envoyer ça et on le mettra peut-être dans les commentaires pour ceux Ouais, qui vont regarder le replay ou sous ça peut-être serait cette bien. Ouais. vidéo par la suite. Mais là, je pourrais pas le faire tout de suite, mais on le fera Si tu le après. fais pas tout de suite, on te vire du show. Je Non, prépare ça pour je- après. Ouais, on le mettra en lien on le mettra en lien dans la diffusion derrière. Ok, Comme je te ça, au fais moins, ça. Et, ouais, euh, et derrière, du coup, bah, l'autre indicateur, c'est le bénéfice net. Le bénéfice net, ce que je te disais aussi hier, c'est que moi, j'aime bien avoir le bénéfice net en pourcentage et pas forcément en somme. Parce qu'en pourcentage, c'est plus parlant. Pourquoi? Parce que c'est en pourcentage en fait de ton chiffre d'affaires. Si tu me dis que je fais un bénéfice net de 20%, je te dis ok, ça va. Si tu me dis que je fais un bénéfice net de 5 000 euros, je te dis bah ça ne me dit pas grand chose. Pourquoi ça ne me dit pas grand chose? Parce qu'en fait, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires tu fais. ouais, Donc si tu me dis juste ouais, je fais 5 000 euros de bénéfice, c'est bien. Mais si tu fais 1 million d'euros, il te reste 5 000 euros de bénéfice, là c'est compliqué. Tu vois, on est sur 0,05 ouais. ou 0,005. Tu vois, c'est. Comment tu le sais? Ouais, donc il faut avoir un pourcentage. Ouais, Donc, moi, je préfère toujours en fait des business qui vont faire par exemple 20% de bénéfices nets. 20% de bénéfices nets sur 1 million, c'est très bien. Si tu me dis que je fais 15 millions mais que je fais 1% de bénéfices nets,
Bah, déjà, ça me montre qu'en fait, que ton business, il n'est pas scalable. Parce que déjà, ta structure, elle est lourde. Tu ne fais pas assez de résultats. Et donc, pour aller scaler, bah, malheureusement, tu risques de te retrouver à perte. Tu vois, si tu recrutes d'autres personnes ou autres, si juste tu es amené à dépenser plus, bah, tu te retrouves à perdre de l'argent. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Tu te C'est rappelles quand je t'ai ça. dit que moi, mon business model, il avait des taux de rentabilité entre 8% hors saison et 20% en saison haute. Tu m'as dit, waouh, mais laisse tomber, Bah, c'est c'est quoi ce trop business faible. model? C'est faible, Bah, faut c'est changer de faible. business model. Ouais, C'est ça, donc il faut derrière voir comment tu peux soit changer de business model ou arriver du coup à soit en faisant des économies, peut-être que là en fait tu as des dépenses qui ne sont pas utiles, tu vois, à ton business. Et peut-être que ces dépenses-là, il va falloir les arrêter. Peut-être que tu n'arrives pas à assez chiffrer en fait tes prestations, donc il va peut-être falloir augmenter les prix. Ces décisions-là, je ne peux pas moi les donner comme ça, mais en analysant un business, on arrive à voir en fait sur quels axes apporter des améliorations. ouais, ok. Ok, bénéfice net, ce qui rentre dans ma poche et qui reste, c'est ça? C'est vraiment le résultat net de ton entreprise. Ok, Et ensuite, bah, il y a le BFR, et ce que je mets du coup, c'est que le cash is king. Tu peux très bien avoir une boîte qui fait énormément de résultats, mais si elle n'a pas de trésorerie, parce que tu as un BFR qui est élevé, malheureusement, tu peux très bien, tu vois, fermer la boîte et faire faillite. Tu vois, si tu n'as plus d'argent pour payer tes fournisseurs et pour payer tes dettes, bah, ok, tu vois, ton modèle, il est pas très, très, très fiable. Euh, Qu'est-ce qui peut en fait nous amener à avoir du résultat, mais pas avoir de trésorerie? C'est que les gens ils se disent, ok, j'ai vendu. Bah, cette question-là, je l'ai souvent en entreprise, hein. Et qui me pose cette question-là, c'est souvent des gens qui ne sont pas dans la finance et qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne. Ça va être un commercial, un directeur de prod ou autre. Les commerciaux, ils me disaient toujours à l'époque, c'est comment ça se fait qu'on vend tout le temps? En fait, moi j'ai un devis, tu vois, je fais signer tout le temps des devis et à chaque fois vous nous dites que vous n'avez pas de trésorerie pour payer les salaires. Je leur dis, ben, c'est simple. Toi, tu as vendu ta prestation, ok, ton client a signé le devis, tu l'as donné à ton comptable, il l'a rentré dans les chiffres, mais est-ce qu'il y a une somme qui est arrivée sur ton compte bancaire? Pour le moment, il n'y a rien qui est rentré, tu vois. Ça reste juste un bout de papier qui a été signé. Donc, tu n'as rien sur ton compte bancaire. Et c'est ça qu'il faut savoir. Tu as 200 000 euros qui rentrent dans ton résultat, ok, tu as fait 200 000 euros, mais dans ta trésorerie, il n'y a rien, il y a zéro. Et par contre, derrière, tu es amené à payer des fournisseurs pour produire tes prestations. Tu vois, pour vendre derrière, il faut produire. Donc quand tu produis, tu as de la masse salariale, tu vas avoir un loyer à payer, tu vas avoir de l'électricité. Et ça, malheureusement, ça n'attend pas, c'est à la fin du mois, tu vois. Alors que ton donc client n'a toujours pas payé. d'où Donc, tu te retrouves l'importance avec. D'où l'importance finalement d'avoir des rentrées d'argent chez les clients le plus vite possible et de décaisser l'argent pour les fournisseurs le plus loin possible dans le temps. C'est comme ça que tu crées de la... Et c'est pour ça que tous les organismes, ils font ça finalement, tous les trucs de financement, là. Ils te, ils te prennent ton argent vite, mais par contre, pour te payer, ils mettent 15 ans, quoi. C'est ça, en fait. Il faut trouver le bon modèle qui va te permettre, en fait, d'avoir un équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile, tu vois. Malheureusement, tu vois, on va parler, on va donner un. Oui, c'est bien d'encaisser rapidement et de décaisser le plus tard possible, mais ça, c'est le théorique. Quand Ouais, tu viens sur le terrain, tu vois que c'est compliqué, en fait. Quand tu as ouais. un gros client qui ne veut pas te payer, tu vas pas lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il te paye. Tu vois, le mec, si tu le perds, bah, tu n'as plus de business. Donc derrière, bah, tu essayes en fait de faire ça avec une diplomatie en essayant du coup de, de vraiment lui expliquer pourquoi tu lui demandes du coup cet argent-là et que c'est pas juste un luxe de ta part, c'est que derrière tu as des coûts en fait que tu décaisses tout de suite et, euh, et allez en fait ça va être de la négociation quoi. Moi j'ai Ben déjà vu dans des entreprises où on a offert en fait à des clients des 2% de remise pour qu'ils nous payent tout de suite. Ça veut dire que s'ils nous payaient tout de suite, on leur faisait une remise sur la prestation. Ça veut dire qu'on préférait encaisser rapidement l'argent pour pas avoir de problème de trésorerie à gérer derrière et baisser nos marges que de faire des grosses marges et encaisser plus tard. Donc ça peut être aussi un moyen de négocier du coup des délais courts des délais de paiement courts. de toute façon, tu es, obligé d'être dans d'une relation, comme tu dis, courtoise, parce que sinon ça passe pas en fait. Moi, je sais que Bah complètement, ouais. j'ai eu des grosses phases avec des gros problèmes d'argent ou avec des grosses dettes fournisseurs. Si tu partais à jouer, à faire l'autruche, c'est mort en fait. Et alors que si
tu les tiens au courant, tu leur dis quelles sont tes difficultés, tu leur expliques pourquoi tu peux pas payer, et tu leur dis, bah écoutez, si vous m'arrangez, si je peux payer en plusieurs fois, je peux faire un geste tout de suite. Et c'est vrai que souvent, quand tu leur fais ça, ils te disent, bah écoutez, payez tout de suite ce que vous pouvez et on se revoit dans 2 semaines, on se suit, machin. Et petit à petit, tu arrives à te sortir, quoi. Mais c'est vrai que c'est aller récupérer l'argent, c'est compliqué, et se faire payer vite, c'est vraiment bah, vital finalement. Bah, complètement, pour un business, c'est vital. Mais si tu prends par exemple d'autres business comme la formation, des fois, quand tu as des clients qui passent par le OPCO, Trois malheureusement, mois, tu vois, bah, 3 à 6 mois. Moi, j'étais dans une six boîte de mois. formation qui ont été payés à 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à recueillir en fait tous les documents, bah, la Ouais, signature en fait des stagiaires. Tu vois, tu as plein de paperasse derrière. Et ton ouais, OPCO, en fait, s'il n'a pas toute cette paperasse-là, bah, il ne te paye pas. Parce qu'en ouais. fait, il n'a aucun moyen de vérifier que le stagiaire a bien suivi la formation ou pas. Donc, Tu me fais, tu me fais penser à Elom, EA Plus Consulting, là. ouais, Va falloir que je l'invite bientôt parce que lui, il ouais. est très très fort là-dessus et je pense qu'il a énormément De de, valeur de, ajoutée à apporter à de ton valeur. Ouais, audience. Ça, exactement. c'est sûr. Mais du coup, je te dis, les Moi, gens parlent souvent de théorique, mais quand tu viens sur le terrain, tu te rends compte en fait qu'il y a des réalités de business qu'il faut intégrer. Donc, il va falloir juste en prendre conscience, les connaître et les intégrer. Et là, tu sais bah, qu'il va falloir détourner ce truc-là. Donc, c'est soit tu te dis, bah, moi, il me faut 3 mois de trésor fixe, je ne les touche pas. En fait, ceux-là, je les ai. Et j'ai tout le temps 3 mois d'avance. Ou j'ai 6 mois. C'est toi qui tu vas, en fait, en analysant tes chiffres et en analysant, du coup, ta donnée financière, te dire, ben, en fait, moi, mon business, il est comme ça, et j'ai tout le temps besoin d'avoir 6 mois de trésor d'avance. Et c'est ça, qui qui me disait, c'est qui me disait ça? Je sais plus c'est qui me disait ça la dernière fois. Je sais pas si c'était au Mastermind ou ailleurs. sûrement, Euh, ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qui font de la formation ouais. Et il me disait, professionnelle. ton entreprise, elle doit avoir 1 an de trésorerie d'avance. Pour En fait, il y a pas de règle générale, tu vois. Je vais pas te dire non, 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 il faut toujours avoir un an. Ça dépend de ton business model. Si tu as un business model qui fonctionne à l'abonnement, moi j'étais dans l'édition, il fonctionnait à l'abonnement, il n'avait aucun problème de trésorerie. Parce qu'en fait, tous les mois, et d'ailleurs, heureusement, parce qu'en fait, c'est dans ce groupe-là qu'il y avait la structure dont je te parlais en formation. Donc, l'abonnement, il payait du coup ben, la trésorerie de la formation. Donc, des fois, quand on n'arrive pas à avoir cette trésorerie-là, bah, sortir, en fait, il faut toujours think out of the box, comme on dit. C'est se dire, bah, OK, ce business-là, il consomme du cash. Je réussirai jamais, en fait, à m'en sortir en le gardant tout seul. Bah, qu'est-ce que je vais faire? J'irai développer un autre business qui, lui, bah, il va être un business à cash flow. Et ce business-là, il va me servir qu'à ça, tu vois, juste à avoir du cash de côté. Et ce business, il va financer l'autre business qui a tout le temps, en fait, un besoin de cash énorme. Et bim, et comme ça, tu construis du coup un écosystème qui est c'est équilibré. intéressant. C'est Ouais, intéressant. alors que tu as deux boîtes différentes, sauf que bah, tu l'as construite parce que voilà, tu sais que ce business-là, il va te dégager du cash pour pouvoir financer la formation, tu vois. Qui, elle, ok, tu vas avoir de la rentabilité sur la formation, mais malheureusement, bah, tu as des problématiques de cash. Et ça, c'est Donc, dans toutes les boîtes de formation. Donc, que ce soit dans un écosystème d'entreprise ou au sein même d'une entreprise, il faut toujours un produit à cash flow, donc un produit qui rapporte de l'argent en continu, en direct pour alimenter la trésorerie, et C'est ça. derrière, et derrière avoir des produits un petit peu ou des services un peu plus stars, on va dire que tu peux vendre beaucoup plus cher ou haut de gamme, avec des retours sur investissement qui sont plus longs. C'est ça? Ouais, et Comme surtout la vendre. trésorerie qui rentre tout de suite. Tu Ouais, vois, un modèle à abonnement, par exemple, bah, tu as dosé qui rentre tous les mois. Et ça ouais. prélève en fait sur les comptes des clients. Tu vois, c'est en prélèvement ou en paiement automatique. Mais tu vois, tu es Ouais, sûr en fait d'avoir une somme. Tant que ton mec ne s'est pas désabonné, bah, tu es sûr en fait d'encaisser tous les mois une bonne somme d'argent. Et, les modèles par abonnement, c'est vraiment bien, hein. ouais, et bah, après, ça dépend. Tu vois, le modèle SaaS, les modèles par abonnement, c'est des trucs qui fonctionnent très bien et dans lesquels bah, tu n'as pas forcément ces problématiques de trésorerie, mais il y a sûrement d'autres problématiques que, voilà, quoi, qu'on Mais découvrira quand on rentrera dedans, quoi. Donc, je peux me après, permettre. comment tu peux en fait déverser ta trésorerie de ta boîte qui fait du cash vers l'autre boîte? Bah, tu montes une holding et derrière, bah, ça transverse par ta holding, tu vois, bim, bim. Mais ça, c'est d'autres schémas, tu vois. Ne, ne donne pas trop de clés Je donne pas à notre trop de détails audience. parce qu'en fait, c'est pas aussi simple. Et en fait, c'est pas adapté à tout le monde. En fait, ce qu'il faut Non. savoir, c'est que monter une boîte, choisir sa forme juridique, choisir de faire une holding ou pas,
ça ne dépend pas en fait juste de ton business ou autre, ça va dépendre de ta situation personnelle, ça va dépendre de ta vision de ton business, où tu veux aller, tu vois. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est facile de créer une boîte, mais pour, pour fermer une boîte, ça coûte entre 4 000 et 5 000 euros minimum, tu vois. Donc si tu crées une boîte aujourd'hui, déjà qui va te coûter entre 600 et 1 000 euros, voire plus, ça dépend de par quel prestataire tu passes. Derrière, la refermer en payant 3 000, 4 000 euros, bah, ça te fait déjà 5 000, 6 000 euros de dépenser alors que tu n'as même pas encore commencé, tu n'as rien vendu, tu n'as rien acheté, tu vois. Ouais. Donc tout ça, faut le garder en tête. Donc avant de créer une boîte, il faut d'abord voir si c'est adapté à ta vision des choses, où tu veux aller, et est-ce que bah, ça s'insère en fait dans ton projet, tu vois, dans ton écosystème. Il faut pas juste créer des boîtes pour créer des boîtes et se dire bah, j'ai des millions de boîtes, j'ai des dizaines de boîtes, j'ai machin, tu vois. Mais Faut c'est pas. arrêter l'ego en fait dans l'entreprise Ouais. et dans le business. Et il faut pas avoir d'ego. On se trompe tous, on est tous des humains et on s'en fout en fait que tu aies 10 boîtes, 20 boîtes, 30 boîtes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ton écosystème en fait il tourne, il est solide et il y a en fait en fait derrière chaque décision, il y a une réflexion construite, solide et surtout qui tu sais où tu vas quoi. Tu vois, c'est pas juste tu construis pour construire. Mais souvent, on construit parce qu'on est dos au mur, hein, souvent. Parce que, C'est c'est un peut-être pas en exemple, fait le bon moment pour construire, tu vois, vaut mieux ouais, reculer d'un pas que ouais. d'avancer d'un pas des fois, tu vois. Des fois tu Moi, recules pour mieux sauter. j'ai l'impression qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Tu te rappelles le post que tu avais mis l'autre Ouais, jour, le mais post que j'avais fait sur Facebook. c'est ça en Il y a fait. deux types d'entrepreneurs en fait. On a Ouais, qui vont se lancer et bim, et t'en as qui vont reculer, qui sont réfléchis. Moi, après, tu vois, je suis un mathématicien, je suis un mec qui vient des chiffres, et donc je suis plutôt quelqu'un de réfléchi. Et avant de faire quoi que ce soit, j'aime bien avoir en fait bah, des bases, tu vois, au moins faire un premier travail pour me rassurer et derrière me dire, bah, je n'avance pas dans le vide. Et tu as un autre type d'entrepreneur qui, lui, il va se lancer rapidement, il va se confronter aux erreurs et au business, il va bim, bim, bim. Tu vois, mais pour faire ça, bah, il faut avoir du cash derrière. Il faut avoir du cash à dépenser. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas le faire comment ton truc? Tu vas faire comment ouais, ton business? ouais. Tu Mais vois? tu vois, quand je te dis, moi, je suis complètement l'opposé. Tu vois, je suis en mode tête brûlée. Tu vois, je vois une opportunité, pas forcément l'objet brillant, mais je vois une opportunité. Bim, je fonce, je dépense l'argent qu'il faut, je monte la boîte, bam, bam, j'avance. Et après, je suis face à des problématiques, je suis face à des obstacles que j'avais pas envisagés, que toi, tu les envisageais avant et tout, parce que et du coup, ben, je développe d'une certaine manière une espèce de résistance, une espèce de, tu vois, d'attitude un peu tout terrain. Mais en face de ça, c'est vrai que le problème, c'est que bah, tu es bloqué parce que tu tombes sur. Et ensuite, tu achètes les services de gens comme toi qui te disent mais mec, pourquoi tu n'as pas réfléchi avant? Tu aurais réfléchi avant, tu aurais fait ça, 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 dans tel ordre, Ouais. tu serais pas dans la merde aujourd'hui. Et, Bah, pour te ou tu dire, serais pas dans cette franchement, situation. Quoi. ouais. Il y a plein de gens, même, tu vois, ils vont se lancer, je vais te donner un simple exemple, tu vois. Ils vont se lancer en SAS, alors que la forme juridique la plus adaptée à leur business et à leur situation personnelle, c'est la SARL. Tu vois, parce que peut-être que le mec, il a créé sa boîte en voulant se salarier. C'est juste un exemple, hein, je ne rentre pas dans Ouais, le détail. Parce ouais, qu'il voulait se salarier, bah, quand tu te verses un salaire en SAS, tu as plus de 80% de charges. Alors que quand tu es en SARL et que tu es gérant, et que tu as du coup, bah, quand tu es majoritaire, en fait, quand tu as les parts, bah, plus de 50% en fait des parts, bah, tu n'as que entre 30 et 45% de charges. Tu vois, ouais. ça va dépendre en fait du montant de salaire que tu te verses, tu vois. Mais tu vas avoir entre 30 et 45%. Rien qu'une simple décision en fait de forme juridique peut déjà te faire Ah ouais, économiser une grosse partie en fait des charges. Et ouais. ça, c'est de l'argent qui va dans ta poche et qui ne va pas dans les poches de l'État, quoi, tu vois. Après, chaque forme juridique, je ne dis pas que la SARL c'est mieux que la SAS, hein, loin de là, c'est qu'il y a une forme juridique qui est adaptée à ton besoin, à ta personnalité, et pour ça, bah, il faut voir avec ton expert comptable pour en discuter, lui donner assez de détails en fait dont il aura besoin pour définir la forme juridique adaptée à ton business. Tu vois, encore une fois, moi je rebondis sur ce que tu dis, mais le choix de la forme juridique, moi, je suis absolument team SAS, tu vois. Pourquoi? C'est une raison toute simple, parce que, encore une fois, c'est en m'étant pris des claques et en ayant vu les choses. Alors, peut-être c'était pas le bon business model, peut-être je sais pas sur le bon secteur, peu importe. Le truc, c'est que avec la CRL, je me suis rendu compte que les cotisations, tu vois, les cotisations sociales,
sur la SARL, elles étaient calculées de manière complètement arbitraire. Ça plombait complètement l'entrepreneur dans ses débuts. Et je me dis, c'est totalement injuste en fait. Et alors qu'avec la SAS, tu n'as pas ces problèmes-là. Mais je n'avais pas anticipé tout ce que tu as dit sur le fait que derrière, bah, ce n'est pas forcément le bon business model parce que selon ta situation professionnelle, si tu veux te payer en salaire plus qu'en dividende fin d'année, vaut mieux prendre la SARL parce que en dividende, sinon, tu peux pas. Tu as des tranches d'imposition qui sont différentes. Tout ça, je ne l'avais pas en tête, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est. Franchement, je te donne un autre exemple. Par exemple, sur des business de conseil, quand tu apportes en fait quand tu vends du service et que tu vends tes conseils, au début de ton activité, moi, je privilégie même pas ni la SAS ni la SARL. Hein. Moi, tu me demandes, je te dis, lance-toi en micro-entreprise. Ça va te permettre déjà de tester sans avoir beaucoup de frais et beaucoup de paperasse à gérer derrière. Tu n'as pas, pas de frais de comptable, tu n'as pas de frais en fait de création. Le truc, il se fait sur un site internet, bim, en une semaine, tu as ton cabis et tu peux directement aller vendre tes prestations. Et en plus de ça, tu vois, ça te permet de tester. Et en plus de ça, tu n'as pas de coût derrière. Donc, tu n'achètes pas de matériel, tu n'as pas de TVA à récupérer. Donc, tu t'en fous en fait de te lancer en société. Tu peux très bien commencer en micro-entreprise. Tu testes ton business. Derrière, si tu vois que, OK, tu commences à faire du chiffre, tu commences à avoir des demandes entrantes, là, tu réfléchis quand tu arrives en fait à être t'es capé, ça dépend en fait de ton activité, mais dans le conseil, tu es capé à 70 ou 80 k. Et derrière, tu te dis, OK, d'accord, maintenant, je vais basculer sur un modèle de SASU ou EURL, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est une décision que tu vas prendre par la suite. Et ça t'a permis de démarrer ton business à un moindre coût. Tu vois, tu démarres à moindre coût. Tu as gagné du temps, tu gagnes de l'énergie, tu ne dépenses pas, surtout qu'au début d'un business, malheureusement, on le sait tous, tu as vraiment besoin de chaque euro que tu as dans ta poche. Et ça sert à rien d'aller créer des boîtes, prendre un expert comptable, il va te faire tes statuts, machin, ça va te coûter minimum 1000 euros. Ces 1000 euros, tu les économises, tu les investis dans ton marketing pour te faire un peu plus de visibilité, aller chercher plus de clients. C'est beaucoup mieux, tu vois. Ou les 1000 euros, il fait comme toi, il me les donne et comme ça, il passe dans le Smart Show. Je rigole. Je t'ai rien payé, Mehdi. Oh, je plaisante. Ok, du coup, comment tu travailles, toi? Comment je travaille Du coup, on va passer à l'autre slide. Comment je travaille? En fait, moi, quand j'arrive dans une boîte, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le contrôleur de gestion, tu peux directement passer sur la slide d'après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôleur de gestion, c'est les yeux d'un président ou d'un directeur général. Et donc, pour être ses yeux, il faut connaître le business. C'est comme si c'était. En fait, quand j'arrive dans une boîte, je me dis, c'est mon business. Il va falloir, du coup, répondre à différentes questions. Ces différentes questions-là, c'est ce que vous allez voir, du coup, dans ce schéma-là. Ce schéma-là, c'est quoi? C'est le business model Canvas. Il y en a qui disent Canvas, il y en a qui disent Canva. Chacun prononce comme il veut, mais c'est le business model. Dans ce business model-là, on répond à quoi? Il y a plusieurs questions auxquelles on va répondre. D'abord, c'est quels sont tes clients? Donc, c'est le numéro 1, c'est le segment de clientèle cible. Donc, tu définis, je dois connaître en fait l'avatar client du coup l'avatar client en fait de mon client à moi. Donc, je dois connaître en fait à qui l'entreprise va vendre du coup ses services. Ensuite, le numéro 2, c'est la proposition de valeur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va vendre à ce client-là? Donc, quelle est l'offre en fait de ce business-là? Du coup, est-ce qu'ils vendent du service? Est-ce qu'ils vendent un produit? Qu'est-ce que ça va apporter en fait au consommateur final? Quelle est la valeur en fait qui va être vendue du coup au consommateur final? Ensuite, on va essayer de voir sur quel canal de distribution on va les vendre. Est-ce qu'on va les vendre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va les vendre en direct via des boutiques? Est-ce qu'on va les vendre via des webinars? Tu vois, quelle est la stratégie qui est mise en place pour aller vendre du coup le service ou le produit de mon client? Ensuite, on va avoir du coup la relation avec le client. On le voit ici, du coup, on répond aux questions comment je l'attire, je le fidélise, ainsi de suite. Du coup, c'est toute la stratégie marketing derrière. Par la suite, quels sont du coup les flux de revenus? Comment je fais mon CA? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Est-ce que je le fais via des closers, via des commerciaux? Essayer du coup d'analyser les différents segments, comme je te l'expliquais tout à l'heure avec l'exemple de l'affichage taxi, le street marketing. Donc là, tout ça, en fait, c'est des questions que je pose
Bah, après, je vous mettrai peut-être ce modèle-là pour pas non plus tout détailler, mais le but, c'est juste de vous montrer en fait quel modèle moi j'applique. Et donc, j'essaye vraiment de connaître en fait tous les axes de ce business-là, comment il tourne, comme si c'était vraiment mon business à moi. Et ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre derrière de me dire, bah, OK, quand j'ai besoin de cette information, qui vais-je aller voir pour la récupérer et comment l'analyser? Tu vois, et Oui. derrière, bah, j'analyse les chiffres, je fais des reportings, je les remonte à la direction et derrière, bah, le directeur général va faire des présentations aux actionnaires et autres. Tu vois. Ça, c'est le modèle que tu utilises avec tout le monde, quoi. Que j'utilise avec tout le monde en fait. Moi, je t'ai dit, j'arrive dans un business, je me dis dans ma tête, c'est mon business. Quelles sont les questions à poser au directeur du coup pour bien connaître ce business-là? Le directeur, en fait, ça peut être un directeur général qui est déjà en place ou ça peut être le fondateur du business. Ok. Comme je t'ai dit, moi, j'interviens auprès d'entrepreneurs. Ça peut être des startups, TPE, PME, mais je m'arrête au stade de la PME. Et c'est soit ils ont des actionnaires et donc ils ont mis en place un directeur général, soit c'est le fondateur qui lui pilote son business. Comme par exemple, toi dans ton écosystème, c'est toi qui pilotes ton business. Et donc, bah, ces questions-là, je vais te les poser à toi pour bien connaître en fait ton business model et derrière bah, te dire bah, voilà ce qu'on va mettre en place pour en fait quels sont les tableaux de bord à mettre en place, quels sont les indicateurs en fait à suivre pour bien piloter en fait la performance de ton business. Et Et ça, c'est pour différent d'un business à un autre. Hein. Il n'y a pas, ça, il n'y aura pas de deux modèles similaires, quoi, tu vois. À part s'ils sont vraiment dans le même secteur et qui vendent vraiment la même chose. et cette partie d'analyse, elle te prend combien de temps à mettre en place? Bah, cette analyse-là, ça dépendra aussi de la boîte. Si c'est une petite boîte, ça se fait rapidement. Si c'est un écosystème qui est un peu plus complexe, ça va prendre plus de temps. Ouais. Derrière, en fait, une fois que j'arrive, que j'ai répondu à ces questions-là, bah, c'est soit tu as une comptabilité interne et tu vas me mettre en relation avec ta compta et comme ça, bah, j'ai accès directement aux informations comptables qui vont me permettre derrière d'analyser les chiffres et de récupérer de la donnée comptable. Soit tu as un expert comptable, tu me mets du coup en relation avec lui et on va travailler avec l'expert comptable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôleur de gestion, il ne fait pas du tout le métier de l'expert comptable. Un contrôleur de gestion, lui, il analyse les données qui sortent de la comptabilité. Donc, ce que j'explique à chaque fois quand on m'appelle service comptable, je leur dis, je ne suis pas du tout du service comptable, je suis du service contrôle de gestion. C'est deux métiers qui sont complémentaires, mais on ne fait pas du tout le même métier. Ok, ouais, t'es pas un comptable. Je ne suis pas un comptable, je suis contrôleur de gestion. Par contre, sans comptabilité, je ne peux rien faire. Parce que moi, j'analyse les données comptables. Ok. Et si Donc, la comptabilité, malheureusement, est mal faite et qu'elle est mal gérée, bah, je vais avoir du mal à faire mon métier, ça va me faire perdre du temps et ça va coûter beaucoup plus cher à l'entreprise. C'est-à-dire bah que, ouais, comme je à t'ai dit, moi, je 500 balles, facture mes journées. à Donc, 500 balles la journée. si j'arrive et que je vois que déjà, dans l'entreprise, en fait, la comptabilité, bah, il y a plein de bordel, il y a plein de choses qui sont mal affectées, il y a plein de choses qui ne sont pas saisies. Moi, je vais perdre mon temps et je vais faire perdre son temps, en fait, à l'entrepreneur. Tu Ça t'est vois? déjà, Et ça t'est surtout, je vais prendre déjà, son argent. C'est pas le but. ça t'est déjà arrivé de refuser des missions parce que c'était trop compliqué, il y avait pas, enfin, c'était pas possible, quoi. Bah, c'est souvent, en fait, c'est ça, malheureusement, tu t'en rends compte une fois que tu es dans l'entreprise. Tu arrives, tu as un comptable en interne qui, lui, a plusieurs années d'expérience. Toi, t'es un prestataire externe. Déjà, il te prend pour de la merde parce que voilà, lui, c'est un ancien, il connaît très bien la boîte mieux que toi. Et il va te dire, bah, non, 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 c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc, ça, malheureusement, moi, je m'y confronte souvent, tu vois. Toi, Le comptable, il va te dire, non, 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 moi, je change pas mes comptes. Non, 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 moi, j'affecte pas différemment cette dépense-là. Et derrière, bah, malheureusement, vu que tu travailles avec le dirigeant, tu vas en parler au dirigeant. Et si le dirigeant il valide ce que tu dis, le comptable, il n'aura pas le choix. En fait, il n'aura qu'à exécuter. Hein. donc toi, en fait, tu viens, une fois que tu analyses, tu fais ton travail, tu analyses. Boum, voilà, monsieur le dirigeant, ce qui se passe dans votre entreprise, voilà, il y a ça à gagner, il y a ça à économiser, il va falloir pour ça changer ça et faire ça, on y va. Et là, le dirigeant il dit, Voilà. allez-y, go, et c'est toi qui vas dire au mec en interne, par exemple, directeur commercial, le mec, en fait, ça va pas comme vous bossez, il faut bosser comme ça, c'est le dirigeant qui l'a dit, maintenant vous bossez comme ça. Ouais. Bah, franchement, ça m'est arrivé là, chez un client que j'ai accompagné. J'arrive, bah, on était au Covid, du coup, bah, je travaillais de chez moi. Et quand j'étais au bureau une fois, j'ai croisé le DG et il est venu dans mon bureau, on a discuté. Il me dit alors, vous pensez quoi de la structure, machin? Je dis franchement, déjà, vous avez un comptable qui met les bâtons dans les roues. On n'avance pas du tout. À chaque fois, je lui demande de faire une modification, il ne la fait pas. Donc derrière, moi, quand je ressors les chiffres sur Excel,
je suis obligé en fait de faire des modifications manuelles. Ça me fait perdre du temps et malheureusement, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais sortir les bases, il va falloir modifier manuellement. Et je dis, moi, je ne suis pas du tout partisan de ça. Tu vois, je préfère que l'information soit saisie dans le système, remonte automatiquement. Ça me fait gagner du temps et ça fait gagner du temps à l'entreprise également, que de devoir en fait à chaque fois modifier. Et je me suis rendu compte que le DG de la boîte était du même avis que moi. Ça veut dire qu'il pensait la même chose de son comptable, mais il n'osait pas le lui dire. Sauf que en lui partageant ça, c'est comme si je l'ai ouvert en fait. Le DG, il s'est ouvert à moi. Tu vois, il y en a qui ne vont pas oser faire ce truc-là que j'ai fait. Tu vois, il y en a qui ne vont pas oser dire au DG, en fait, votre boîte, votre comptable, c'est de la merde. Il va se dire, moi, je suis un prestataire externe. Non, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je t'ai dit que j'arrive dans un business. Je me dis, c'est le mien. C'est mon business. Quels sont les conseils que je vais me donner? Et je vais donner la même chose. Je m'en fous, quitte à ce que le DG me dise, tu sais quoi, vas-y, on arrête la mission. Des missions, c'est pas ça qui manque. Des missions, j'en trouverai. Mais si moi, en fait, je ne dors pas très bien la nuit et je n'apporte pas le maximum de valeur que je peux apporter à mon client, je préfère arrêter la mission. Et au moins, tu vois, je suis en fait, je suis collé à mes valeurs. Tu vois, je respecte mes valeurs et Tu es orienté résultat. Orienté résultat, orienté valeur. Tu vois, il faut que j'apporte de la valeur à mon client. Moi, j'ai arrêté une mission dernièrement parce que j'ai constaté que je n'apportais plus de valeur. En fait, le but, c'était d'assurer une passation entre un ancien responsable avec un nouveau profil qui a été recruté. Derrière, OK, le profil a été recruté, je l'ai formé, il a pris la main sur le dossier. Je dis à la DG, maintenant, je ne sers plus à rien. Tu vois, donc je préfère arrêter maintenant parce que voilà, j'ai plus rien à vous apporter, à part si vous avez d'autres besoins et sur lesquels vous voulez que je vous accompagne. Mais si vous n'avez rien à me proposer, moi, j'arrête la mission et j'irai apporter de la valeur ailleurs, quoi. Ok. Tu vois, mon but, c'est pas de prendre l'argent de mon client. Il y en a plein qui ne comprennent pas quand je leur dis que je vais arrêter cette mission-là parce que je n'apporte plus rien au client. Ils me disent, mais t'es fou, en fait, ils te payent, tu t'en fous, reste, toi, tes factures seront payées. Je dis, mais c'est pas le but, en fait. Il n'y a plus de satisfaction derrière. Quand tu sens, en fait, que tu n'apportes plus rien, que tu es payé pour rien, malheureusement, tu te respectes même plus, tu vois. Mais c'est ça. À ça. C'est de toute façon, la nature est bien faite dans le sens où il y a toujours un équilibre. Il y a toujours un équilibre et tu le payes forcément quelque part. Si tu prends de l'argent et que tu ne mets pas en face quelque chose, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. D'accord avec toi. Donc, écoute, c'est très bien d'avoir cette mentalité et heureusement que tu l'as parce que c'est ce qui fait aujourd'hui. Après, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mon éducation, tu vois, depuis tout jeune, c'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Donc, je pense que je dis pas que c'est tout le temps des valeurs qui sont innées ou voilà, mais on peut les avoir par la suite. Mais moi, en fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir ça et que mes parents me l'aient inculqué depuis tout jeune. Donc, j'ai grandi avec. D'accord. T'es de quelle origine, si c'est pas indiscret? Non, moi je suis d'origine marocaine. Je suis arrivé en France en 2008 et maintenant je suis français, marocain, donc franco-marocain, comme on dit. 2008? Ouais. T'es arrivé à quel âge? À l'âge de 19 ans. Putain, Je suis arrivé jeune. Je suis arrivé pour mes études au début et après, j'ai eu mes 2 masters, comme je t'expliquais tout à l'heure, le premier en école de commerce et l'autre à l'IAE. Et ensuite, j'ai enchaîné en travaillant et je suis resté, j'ai fait ma carrière ici, quoi. D'habitude, les happy stories là, des entrepreneurs, j'ai rencontré ma femme, j'ai tout quitté pour elle, j'ai eu mes 2 masters. J'ai eu mes 2 masters, derrière, je me suis marié, j'ai un enfant, donc voilà, j'ai fait ma vie en France. Nickel. Ok, et du coup, où te trouver alors? Où me trouver? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai mis quelques liens. Je suis présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, bientôt sur TikTok. C'est pour ça que j'ai pas mis de lien parce qu'en fait, pour le moment, je ne poste rien. Mais le but, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur à un maximum d'entrepreneurs. Et le but, c'est d'être présent sur les différents réseaux sociaux pour, en fait, avoir accès aux différents entrepreneurs sur les différentes plateformes, leur apporter un maximum de valeur et derrière, que ça l'aide. Moi, le but, c'est vraiment de rapporter une valeur qui va les aider à mieux piloter financièrement leur business et à booster ses performances. Ok. Après, je t'ai donné également un lien Calendly pour ceux qui souhaiteraient avoir un call de 45 minutes offert avec moi. Et je rentrerai un peu plus dans le détail de leur business pour voir du coup ce qu'on pourrait mettre en place dans leur boîte. Attends, je me permets de
mettre Yes, le lien avec plaisir. Calendly. Voilà, il est affiché en Parfait, ouais, gros. c'est ça. Donc là, bah, je propose en fait des créneaux de 45 minutes. Et durant ces 45 minutes-là, j'analyse les business des entrepreneurs pour voir comment ils gèrent aujourd'hui leurs finances et ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer soit leur performance et améliorer la rentabilité de leur business, ou parce qu'ils sont rentables, mais qu'ils ont des problèmes de trésorerie et qu'ils ont du mal en fait, qui sont tout le temps dans le rouge, qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. C'est une problématique aussi que j'entends souvent de la part des entrepreneurs. Et ils me disent, ben, moi, je fais du chiffre, je fais de la renta, mais malheureusement, ben, j'arrive pas du tout à m'en sortir côté trésor. Et je vais donner des exemples. C'est des business qui proposent des paiements sur 3 à 6 fois et que malheureusement, ben, ils dépensent tous les mois. Tu vois, leurs dépenses ne sont pas échelonnées comme leur chiffre d'affaires. Et ils dépensent tous les mois la même somme. Tu vois, et là, ben, c'est des modèles qui rencontrent souvent des problèmes de trésorerie. D'accord. Mais moi, je trouve ton modèle, il est super intéressant pour les entreprises corpo classiques, tu vois, comme les nôtres, en fait. Nous, dans le DEM, honnêtement, on a des problèmes de trésorerie de fou. On a des problèmes de visibilité sur le planning qui sont énormes. Et en fait, financièrement, si on n'est pas carré, c'est très compliqué de suivre, quoi. C'est très compliqué. Alors, on demande forcément son avis à notre comptable, Ouais. mais Mais on n'est euh, pas tout le temps bien conseillé, c'est malheureusement. Tu ça le vois, problème. Et on est, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ce que je dis aux entrepreneurs, c'est ce que je vais expliquer, et ce que j'explique déjà, parce qu'en fait, je suis en pleine production de la formation. C'est ce que j'explique dans le premier module de ma formation, c'est quel est ton rôle de dirigeant et quel est le rôle de ton expert comptable. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, les entrepreneurs, ils croient qu'ils peuvent tout demander à leur expert comptable. Non, tu as une lettre en fait de mission que tu as signée quand tu as signé ton contrat, c'est ton devis en fait d'expertise comptable, tu l'as signé et dedans, les tâches en fait, elles sont limitées. Tu vois, tu ouais. demandes en fait à ton expert comptable de te piloter ton business. Ce n'est pas Et son rôle. puis, Et puis, il y a aussi autre chose dont on parlait l'autre jour avec Johnny et Reda. C'est en fait le fait que l'expert comptable, il est tenu, il tient beaucoup plus à sa déontologie, de ne pas se mouiller, de ne pas donner un avis qui peut être tendancieux ou quoi que ce soit. Donc, il C'est ne se ça. mouille pas finalement. Et alors que nous, finalement, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de ces réponses-là, de dire ah Bien ben, sûr. je fais quoi, je vais où, dites-moi. Et lui, il va Ça, tourner autour du pot, je ne sais ça, pas. Et, c'est soit tu as un bon expert comptable qui va te donner des conseils en off en te disant, ben oui, il est possible de faire ci, ça, mais vraiment en off, il ne va pas te faire de mail, il ne va pas te faire de trucs où tu auras du coup où tu pourras justifier que c'est lui qui t'a donné l'information. Mais par contre, un consultant comme moi pourrait te le donner sans problème, parce qu'en fait, c'est mon métier. Je vais te donner en fait des conseils pour bien piloter ta structure. Et ça, l'expert comptable, il ne va pas forcément pouvoir te donner. Pourquoi? Parce que derrière, il va risquer son diplôme d'expertise comptable. Et sans diplôme d'expertise comptable, il ne peut plus exercer en fait ouais, son métier, il ne peut plus ouvrir de cabinet. Ce qu'il faut savoir, c'est que un expert comptable, il a le droit d'ouvrir un cabinet et de prendre des clients. Un comptable normal ne peut pas du tout exercer de comptabilité. Si demain, par exemple, un entrepreneur fait appel à un comptable dans le black ou pour gérer sa compta, c'est illégal. Ça, il faut le ouais. savoir. Il faut absolument faire appel à un expert comptable. Un Ok. expert comptable, il a un bac plus 8, il a validé le DEC. Tu vois, il est dans l'ordre des experts comptables. Un comptable, il a juste un bac plus 2 et il a son diplôme de comptable. En fait, il ne peut pas du tout prendre de clients, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une nuance. C'est vrai que dans les deux, non, il y a comptable, mais tu as expert comptable et comptable. Et chacun son Ouais, métier parce aussi. que encore une fois, il y a aussi une demande et une offre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des comptables qui ne sont pas experts, qui sont peu scrupuleux, qui disent ah, moi, ils ont besoin d'un billet, je vais te faire ta compta, je vais te la tenir, t'inquiète pas. Et il y a l'entrepreneur de l'autre côté qui se dit ouais, mais moi, je cherche des solutions, on me dit pas cher, vas-y, t'es mon pote ou je sais pas, je te connais, t'as l'air bien, je te prends et aide-moi. Ouais, Mais au final, en fait, les deux se fourvoient et puis c'est complètement illégal en fait. c'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, vu que tu parlais de mon système, tu disais que c'était adapté au corporate. J'entends beaucoup, en fait, j'entends beaucoup d'entrepreneurs me disent la même chose. Et le problème, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des économies déjà dès le départ de notre société. Ça veut dire que déjà dans le choix de la forme juridique, tu commences déjà par faire des économies sans le savoir, mais tu les fais Ouais. déjà parce que tu as choisi la bonne forme juridique qui est adaptée à ton business. Moi, je pourrais pas, en fait, ce n'est pas mon métier de te dire,
oui, il va falloir te lancer dans la micro-entreprise, dans la SARL, dans la SAS. C'est le rôle de l'expert comptable qui va faire ce travail-là, qui va t'accompagner en fait dans la création de ta boîte. Et ça, ils le font très bien. Mais moi, tu vois, j'ai les connaissances pour. Et par exemple, pour un entrepreneur qui a eu des informations d'un expert comptable et au lieu de faire 1 milliard d'experts comptables, il veut avoir un avis externe, il peut très bien me contacter. Je lui donnerai mon avis. Et après, bah, il essaiera de matcher avec ce que son expert comptable lui a conseillé de faire, tu vois. Ok. Si quelqu'un là prend le lien Calendly là, Match Ouais, Consulting, euh, rassure-nous, enfin, rassure-nous, ça peut être le cas, hein, c'est pas un mal en soi, mais c'est toi qu'on a au bout du fil. c'est moi que vous allez avoir, ouais, effectivement. Ok. C'est toi qu'on a au bout du fil. C'est pas pour nous vendre ta formation, mais c'est vraiment pour apporter de Non, la valeur. c'est Et pas pour derrière, apporter de la valeur, pour analyser le business de l'entrepreneur. ok. Si on a besoin Ma de quoi que formation ce n'est pas soit, encore finie, donc j'aurai rien à lui vendre. ok. Qui ne sait rien. Il ne faut pas s'inquiéter, hein. Là, c'est vraiment pour analyser le business, voir quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on pourra régler à travers. Rien qu'en analysant 45 minutes, on arrive déjà à voir en fait des petits axes d'amélioration. Et quand l'entrepreneur aura mis en place du coup toutes les préconisations que je lui aurais données dans ces 45 minutes-là, s'il va aller plus loin, là, on va parler d'une autre forme en fait d'accompagnement. On va parler gros sous. Non, je plaisante. Bah, pas forcément gros sous, mais Non, après mais avoir, tu vois, moi ben j'adapte oui, non, mais mes offres faut voir. aux besoins des clients, tu vois, il n'est pas forcé de prendre une journée s'il a besoin Oui, d'une heure. S'il a besoin d'une heure, là, demain par exemple, j'ai rendez-vous avec un client pour une intervention d'1 heure par jour, hein, c'est pas forcément une journée. ouais. Mais Parce en qu'en fait, c'est fait, il vrai a que juste besoin d'apporter des améliorations. Toi-même, quand tu fais appel à moi, des fois sur des trucs Excel, machin, automatiser un fichier Excel, ça nous prend ouais. peut-être 1 heure voilà, pour en Ben, discuter des besoins et apporter machin, mais j'en c'est ai pas rapide. parlé. J'en ai pas parlé. Voilà. Euh, Mustapha, il est excellent en Excel. Alors, vous trouverez plein de tutos sur Excel pour faire des trucs et tout. Mais vu que c'est son outil de travail préféré, moi, j'avais un gros souci avec quelqu'un que j'accompagne sur l'automatisation business. On avait une grille tarifaire, un truc de malade à mettre, à automatiser pour avoir un résultat bien précis en fonction de champs remplis bien précisément. Ça fait 3 semaines qu'on était dessus. J'ai demandé à Mustapha, il me l'a fait en 20 minutes, un quart C'est d'heure, je crois. fou, Même hein. pas. C'est dingue. Et ah ouais, non, mais là, si franchement, j'étais content, mais laisse tomber parce que tu Je nous t'ai as dit, sorti les c'est expliqué. un soulagement, tu vois. Moi, mon rôle, Ouais, ce que je dis à chaque fois, c'est que moi, j'ai envie que le dirigeant, en fait, il dorme sur ses deux oreilles, tu vois. Que la nuit, en fait, quand il pose sa tête, il pense pas à comment faire ci, comment faire ça. Le truc, il est déjà réfléchi, on a déjà tout mis en place, tout roule bien, et là, il va pouvoir plutôt se concentrer sur la stratégie, sur sa vision, sur qu'est-ce qu'il doit mettre en fait en place, est-ce qu'il doit recruter des équipes, et plus du tout en fait se soucier de cette partie financière et de sa trésorerie en se disant, tu vois, ouais, mais punaise, mais demain, je vais avoir besoin de 10 000 euros, je ne sais pas du tout où aller les chercher. Tu vois, je n'ai pas envie en fait que l'entrepreneur ou le dirigeant d'une entreprise soit dans ça. Je veux qu'il soit dans son business, dans ce qu'il sait faire et qu'il sorte, qu'il ne s'en occupe plus en fait de ce truc-là, de ce truc financier. ok. Bah écoute, tu as du boulot, hein. Enfin, il y a du boulot parce que Ah, il y a du boulot, il y a souvent du boulot ouais, ce que tu dis, quand j'interviens. ce que tu dis, Mais c'est franchement, c'est ce que je vis et c'est ce que vivent des millions d'entrepreneurs. C'est, tiens, le ouais, soir, qu'est-ce qui t'empêche de dormir, quoi? Et ce qui bah, c'est le t'empêche de but de dormir, ce live. Tu vois, c'est le but de ce live c'est parce ça. que malheureusement, moi, quand j'en parle à travers mes articles et à travers mes publications via les différents réseaux sociaux, je me rends compte que l'entrepreneur, en fait, aujourd'hui, ok, il connaît ses problèmes, il ne sait pas quelles sont les solutions qui existent sur le marché, il ne sait pas du tout à qui faire appel. Et quand moi, je vais aller lui parler pour lui rendre service, hein, mon but, c'est d'arriver pour vraiment lui dire, bah, moi, je connais en fait ton problème et j'ai la solution pour la résoudre. Lui, il va te dire, bah non, il a un truc à me vendre. Non, non, j'ai pas forcément un truc à te vendre. Si tu n'as pas envie de passer par moi, passe pas par moi. Mais au moins, que tu en sois conscient, tu vois que tu arrives à l'identifier et derrière, bah, t'apportes et t'appliques la solution que tu veux, hein, pas forcément passer par moi, tu vois. Mais au moins, on aura analysé, on saura ce qu'il faudra mettre en place. Ok, ok. Est-ce que tu as, pour terminer, est-ce que tu as une petite histoire ou deux un peu, euh, un peu, comment dire, pas croustillante, mais un peu surprenante sur ce que tu as pu voir dans les entreprises, genre des abus ou genre des gens qui magouillent et tout, et toi tu t'es rendu compte du truc en mode ouais, mais là ça va pas du tout.
et tu as révolutionné la boîte. Est-ce que tu as un exemple ou deux de ça? Révolutionner, c'est un gros mot, Révolutionner, mais définir des trucs comme tout à l'heure, l'histoire du local à trois étages. On est passé sur un local, on a fait économiser à la boîte plus de 200 000 euros. Ça, c'est un exemple. J'ai d'autres exemples. Malheureusement, ce n'est pas des bons exemples, mais plein de boîtes dans lesquelles tout le monde peut dépenser. Quand tu as plein de cartes corporate, les salariés, des fois, ils en profitent pour acheter des choses pour eux, tu vois, et en le faisant passer du coup sur les frais de la boîte. ouais. Ou même des fois, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est qu'ils vont te donner une facture en disant qu'ils ont payé avec leur carte corporate, sauf que malheureusement, c'est la boîte qui a payé. Sauf que tu as plein de flux, sauf que tu as plein de flux, et malheureusement, le comptable, tu vois, entre deux factures, même si c'est les mêmes factures qui portent le même nom, des fois, il suffit d'une faute de frappe pour pouvoir l'enregistrer directement dans ton logiciel comptable, et tu te retrouves en fait à payer. En fait, le problème, c'est que tu ne le vois même pas, parce que normalement, un logiciel comptable, il est paramétré comment? Il est paramétré à reconnaître les mêmes numéros de facture. Donc, si tu as Alors, le même fournisseur avec le même je numéro file, de facture, il n'accepte pas d'enregistrer le document. Sauf je file ma que, carte bleue. Alors, excuse-moi, hein. Je file ma carte bleue, la carte bleue de la boîte à un de mes collaborateurs. Donc, ouais, il a une boîte. Tu es en train de me dire que le mec, il va l'utiliser la carte. OK? Et en fait, moi, je vais avoir une opération comptabilisée en banque, c'est ça? ouais. Et Là, c'est pas le bon exemple, parce qu'en fait, toi, c'est ta carte. Donc, c'est la carte du dirigeant. Moi, là, hein, ce de quoi je parle, dans cet exemple-là, c'est quand une boîte a plusieurs cartes corporate. Une carte OK, corporate, c'est quoi? C'est que toi, tu as ta carte, tu vas donner des cartes corporate aux salariés, ouais, et cet argent-là, il est prélevé de leur compte bancaire, sauf que toi, tu viens alimenter leur compte bancaire pour qu'ils ne soient jamais en problème, eux, personnellement. Donc, par exemple, une personne qui a l'habitude de dépenser 10 000 euros par mois, ces 10 000 euros-là, c'est ta boîte qui va leur reverser sur son compte pour qu'ils puissent ouais, dépenser pour la boîte. OK, Et le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il va te faire des notes de frais pour qu'il puisse se faire rembourser. OK, Sauf que dans ces notes de frais-là, il va te mettre une facture en disant que, par exemple, il a payé 1 000 euros pour la boîte parce qu'il a acheté une chaise, un bureau, un truc. Sauf que cette facture-là, elle est déjà arrivée dans ta comptabilité. Et c'est l'entreprise qui l'avait déjà payée. Sauf que lui, il en a profité pour te la représenter en fait en note de frais. Donc ça fait double dépense, sauf que c'est la même dépense. Mais ah toi, tu ne le ouais, vois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ton logiciel comptable, tu vas enregistrer quoi? Tu vas enregistrer la note de frais. Et donc, tu ne vas pas enregistrer la facture quand on fait dans sa note de frais. Tu vas enregistrer la note de frais dans le compte 425. Je ne rentre pas dans le détail des comptes. Tu vois, tu vas et enregistrer la note de frais. il y a des gens, ils ont tiré la corde, un truc de malade là-dessus. Ah, il y en a plein, ils ont tiré des cordes de dingue et derrière, ils se faisaient rembourser alors qu'ils n'avaient même pas dépensé. Et tu ne t'en rends pas compte hein, jusqu'à un moment donné où tu te dis, mais soit quelqu'un te le rapporte, tu te dis, il y a un monsieur, il y a machin, lui, attention à lui, machin, ou tu t'en rends compte par hasard en tombant sur un document, en te disant, mais celui-là, je l'ai déjà payé, tu vois. Et en fait, à force de voir les documents, en fait, les chiffres te parlent, les fournisseurs te parlent, les documents te parlent. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour Ouais. ça que dans ce milieu, en fait, l'expérience, elle est vraiment, elle est d'une valeur inestimable. Parce qu'en fait, à force de voir les choses, ça commence à te parler automatiquement. Tu vois, ton cerveau, Ouais. il arrive vite à reconnaître des choses, tu vois. Tu Et sais que ça, sur tout le monde ces, ne l'a pas. toi, tu sais que sur tel et tel sujet bien spécifique, il y a de la gruge à la clé, quoi. Il y a de l'arnaque à la Ouais, clé. Donc là, ouais, toi, ton cerveau, il va tout de suite se focaliser dessus en disant, attends, on va aller creuser un peu plus loin parce que là, ouais, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche, quoi. c'est ça. Alors que, ouais, Tu vois, là, c'était le modèle des cartes corporate. J'ai un autre exemple, c'est l'assistante du président qui dépensait via la carte du président. Donc, en fait, le président, c'est pas lui qui va aller faire des achats. Hein. Il va donner une assistante et va payer avec la carte sur Internet quand il a besoin de réserver son billet d'avion ou autre. Et la meuf, elle va en profiter pour s'acheter, se payer des vacances, s'acheter un petit cadeau par-ci par-là. Comme c'est la carte du président, le comptable, lui, il va pas oser lui dire qu'est-ce que tu as acheté. Tu vois, c'est le président, c'est sa boîte, il fait ce qu'il veut. tu Sauf parles que de la ma, meuf, elle en profitait. Et tu tous parles les de ma mois, femme. si elle arrive à gruger 200 par là, 300 par là, 600 par là, ça ne se voit pas forcément. C'est une boîte qui fait plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je peux te dire que 200 euros, tu ne les vois même pas. Et franchement, le jour où on s'en est rendu compte et qu'on a commencé à faire les comptes des dépenses de tout ce qu'elle a dépensé via cette carte-là, on a retrouvé plus de 200 000 euros de dépenses. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Mais malheureusement, c'est quand même 200 000 euros de la boîte qu'elle a dépensé pour elle, tu vois. Je disais, juste à l'instant, tu parles de ma femme.
Non, je plaisante. T'es fou. Non, non, non. Non, Euh, mais c'est plein non, de mais en choses tout comme cas, ça qu'on ne voit pas, qu'on croit ouais, maîtriser, mais malheureusement, on ne les maîtrise pas vraiment, tu vois. Ça, c'est ouais, pas des choses qui se pilotent à la tête. C'est des choses qui se pilotent quand tu rentres vraiment dans le détail et que tu regardes vraiment les comptes d'une entreprise. d'accord. Non, non, mais c'est intéressant d'avoir des exemples comme ça parce que euh, on sait pas, on sait pas tant qu'on n'y est pas confronté, tu vois. Et, Ah, malheureusement, on se dit, ouais, ça arrive toujours aux autres. ouais. Sauf qu'un jour ou l'autre, ça t'arrivera. Et Et quand ça puis, t'arrive, c'est moins drôle, quoi. Et puis quand on a un tout petit business, finalement, ça va, on peut supporter d'avoir un ou deux trous dans la coque, quoi. Mais plus le business est grossi et plus finalement tu es obligé d'être super attentif à tout, quoi. Parce que Bah, sinon, franchement, si tu as un business aujourd'hui qui tourne et que tu commences à avoir un business model validé par le client, tu vois, tu as une offre qui est validée par le marché, tu as un truc qui tourne. Derrière, si tu as envie de scaler ton business, il faut vraiment que tu sécurises en fait ta partie chiffre. En fait. La partie financière, il faut vraiment qu'elle soit sécurisée. Donc, ouais, beaucoup de gens se disent non, 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 moi je m'en fous, moi je suis un bon entrepreneur, je sais ce que je fais, je préfère recruter un mec qui va me rapporter de l'argent que de recruter quelqu'un qui va m'analyser mes chiffres. Mais moi, je dis tout le temps, en fait, il faut analyser ton business actuel, optimise d'abord ta gestion interne avant d'aller chercher de la croissance externe. Mais d'abord, optimise ce que tu as. Tu as un modèle qui tourne, tu arrives à faire du résultat, optimise-le au maximum. Tu vois, automatise ce que tu dois automatiser, économise ce que tu dois économiser pour derrière pouvoir scaler ton business. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, en fait, pour scaler, ils se disent toujours, bah ouais, je dois faire plus de chiffres. Sauf que malheureusement, si tu fais plus de chiffres, mais que tu dépenses trop n'importe comment, bah, tu vas être limité, tu vois, en termes de rentabilité. Alors que si tu avais optimisé et que tu as scalé en fait en termes de chiffre d'affaires, bah, tu as le double. C'est une croissance en fait qui c'est un x2, x10, x100 des fois, tu vois, parce que tu as optimisé partout. Donc, tu as optimisé toute ta structure de dépenses. Et là, bah, vu que tu augmentes ton chiffre d'affaires, bah, tu as beaucoup plus de marge. Donc, tu fais beaucoup plus de résultats. ok. Je ne peux Tu dire que vois. ok. Je ne peux être qu'ok avec toi. Après, c'est logique, c'est des choses qui sont logiques. C'est juste que quand le cerveau, en fait, c'est pour ça que je te dis, en fait, ça ne se pilote pas par la tête, ça se pilote par des tableaux de bord, des indicateurs que tu regardes en face. Et une fois que tu as visualisé la chose, tu te dis, bah, ah oui, c'est vrai, maintenant mon cerveau, il s'en rend compte. Et c'est vrai, bah, il va falloir que je mette en place des choses. Sauf que tant que tu ne le visualises pas, que tu ne le vois pas, qu'on ne te le montre pas, tu te dis, bah non, non, moi je pilote mon business. Moi, je maîtrise très bien mon business. Et beaucoup d'entrepreneurs se disent ça, tu vois, dans leur tête. Je ne sais pas si c'est une Ah. faute d'ego, je ne sais pas en fait ce qui les bloque Non, non, exactement. c'est pas de l'ego, c'est pas de l'ego. C'est que, en fait, tu es dans l'économie, tu vois. Et en fait, tu as besoin d'avancer. Et comme tu as besoin d'avancer, tu fais l'économie de ce temps-là de l'analyse, tu vois. Tu dis, c'est bon, je sais à peu près où j'en suis, je sais, ça c'est bon, ça va, je maîtrise à peu près. Tu es dans l'à peu près, mais tu te rends pas compte que cet à peu près, justement, Il te coûte trop cher. il coûte beaucoup trop cher. On s'en rend Il pas te coûte compte. trop cher. Mais c'est C'est pour pas, ça que je pense pas que ce soit de l'ego, tu vois. Je pense que ça c'est revient à ce vraiment. que ça revient, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je préfère faire un pas en arrière. Donc, ok, maintenant j'ai mon offre, elle a rencontré son marché, j'arrive à vendre, je fais tourner mon business, mais j'ai envie de scaler. Donc, je fais un pas en arrière. Un pas en arrière, c'est quoi? C'est juste, je prends du recul, je regarde, je prends une hauteur en fait sur mes chiffres, je les analyse pour optimiser ma structure de coût et derrière avancer plus vite. Tu vois, c'est un pas en arrière, mais pour sauter derrière. En fait, tu ne vas pas faire un pas en avant, tu vas faire un saut en avant après avoir reculé d'un pas, tu vois. C'est Donc, cette image-là que je donne à chaque fois. Donc très concrètement, je suis plus où j'en suis là, je suis un peu perturbé, les chiffres c'est compliqué, ma trésorerie c'est compliqué, j'ai un sentiment un peu d'urgence, j'arrive pas à voir où j'en suis. Je prends rendez-vous avec toi, tu prends 45 minutes avec moi, on analyse les chiffres rapidement, tu me dis voilà ce que tu devrais faire si ça, 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 fais-le, reviens vers moi si tu as besoin, mais sinon tu verras, ça va déjà mieux se passer. C'est C'est ça en fait. ça va mieux se passer. Et après, ben, si les 45 minutes c'est court, c'est le but de la formation derrière, tu vois. Donc la Ok, formation, elle sera là vraiment pour compléter ces 45 minutes-là si ce n'est pas suffisant, tu vois. ok, Donc si après les 45 minutes, la personne bah, elle se sent toujours, elle sent toujours en fait en manque d'éléments ou en manque de matière pour mettre ça en place chez elle, bah, elle prend la formation, elle applique et derrière elle a des résultats. Et si même en appliquant la formation, malheureusement, bah, des fois en fait, on achète une formation, on se dit bah non non maintenant j'ai fini la formation, j'ai pas les résultats escomptés, bah, c'est parce qu'on n'a pas appliqué en vrai. Mais si on applique vraiment, bah, tu vois, normalement tu as des résultats. Quand tu appliques, tu as des résultats. Et il n'y a que le passage à l'action qui sera payant quoi, dans ce modèle-là.
Et si la personne se rend compte qu'elle a appliqué, malheureusement, elle n'a pas le temps, tu vois, de le faire elle-même, de gérer elle-même en fait ce qu'elle a mis en place, ben, c'est soit elle décide de recruter quelqu'un qui fera pour elle en interne, ou si elle n'a pas besoin en fait d'une personne sur du temps plein, ben, elle passe par des consultants par mois par la suite, avec un rythme beaucoup moindre, qui sera peut-être d'une demi-journée par semaine ou un jour par semaine pour faire du coup le travail à la place. Mais le but, c'est d'essayer de le faire soi-même, mettre ça en place. Et après, c'est juste par faute de temps, parce qu'en fait, je gagnerai plus d'argent ou j'apporterai plus de valeur parce que je suis sur le terrain ou je suis ailleurs, que je décide de prendre quelqu'un d'autre pour le faire à ma place, que on fait appel à quelqu'un en externe. Mais si on peut le faire nous-mêmes et qu'on a déjà en place des équipes qui gèrent le business et que ça ne dépend pas forcément de nous, bah autant le faire nous-mêmes, quoi, tu vois. Bien sûr. Ok. Eh ben, ok. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter à ton verdict? Bah, je pense on a parlé de énormément de choses, on a apporté un maximum de valeur dans ce live. Maintenant, c'est vraiment, faut appliquer, 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 ne jamais négliger cette partie financière. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui n'en voient pas l'utilité parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont à gagner derrière. Mais vraiment, passez-y rien qu'une heure par jour. Si vous n'avez pas une heure par jour, bah, prenez un jour par semaine où vous ne faites que ça et vous allez voir les résultats qu'il y aura derrière, quoi. Ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, Mustapha, parce que je Avec t'avais dit plaisir, une Mehdi. heure, et puis finalement, ça fait 1 heure et demie. Donc, Ça dérape tout le temps, mais le but, c'était quand- vraiment d'apporter un maximum de valeur. Moi, ça m'a fait plaisir d'être là, carrément. d'apporter un maximum de valeur à un maximum d'entrepreneurs, et c'est tout le but de cet échange. Et je me permets de te réinviter une prochaine fois, dans quelques Avec plaisir. semaines ou mois, pour dès que ta formation elle est prête, boum, tu reviens dans le Smart Show, on Parfait. montre tout ça. Moi, j'aurai d'autres questions à te poser, parce OK. que du coup, on aura fait le tour. Et j'irai te challenger un peu sur des choses un peu plus personnelles. Ça me va. Ça me Ça te va. va? T'aimes bien Déjà, le les format, il challenges? est très bien. Tu vois, c'est un très bon format. Et oui, on ira beaucoup plus dans le détail par la suite. Une fois que la formation est sortie, je te ferai signe et on essaiera de s'organiser ça. Et puis de toute façon, si qui que ce soit aussi dans l'entrepreneuriat me contacte pour ces questions-là, je sais vers qui les envoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, Parfait. c'est Top. bon. Merci Mustapha. Merci, Mehdi. À très bientôt. À très Ciao, vite. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok. Donc du coup, voilà, c'était le Smart Show. On démarre tranquillement, tout doucement, avec Mustapha comme premier invité, qui nous a fait l'honneur d'être là. C'était vraiment, vraiment plaisant. C'était vraiment cool de comprendre un petit peu comment fonctionne la finance d'entreprise, comment ça fonctionne, le contrôle et l'utilité, vraiment le, le, le fait que ce soit indispensable de bien gérer les finances d'une entreprise, de bien piloter, et que finalement, il est quelque part celui qui murmure à l'oreille des dirigeants pour vraiment aller chercher de la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, ben, dans les temps qui courent, c'est très, très, très compliqué pour toutes les entreprises de se développer et d'aller chercher des nouveaux marchés et même d'exister si elles n'ont pas vraiment, comme disait Mustapha à l'instant, une vraie gestion maîtrisée de l'aspect financier. La semaine prochaine, on passe sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas encore ça sera qui. Peut-être ce sera un entrepreneur dans le dur, peut-être que ce sera un coach mindset, peut-être que ce sera un coach en organisation, peut-être que ce sera, j'en sais rien, votre boulanger. On n'en sait rien. En tout cas, ça va être quelqu'un de très intéressant. Et je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ce format vous convient aussi, qui vous va. N'hésitez pas à poser des questions, à liker, à commenter, même si vous êtes dans le replay. Mettez bien un petit hashtag replay en bas et puis on se tient au courant. Il y a un groupe spécial pour le Smart Show qui a été créé. Donc, n'hésitez pas à postuler au groupe. Il y a 2-3 questions à répondre. Et donc, du coup, ben, vous aurez accès à toute la valeur qu'on accumule au fur et à mesure du temps. J'en profite pour vous dire que Mustapha va mettre 2 documents à disposition dans le groupe, notamment la feuille de calcul des coûts de revient et le document le link Canva, là, le QQ QCP, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Il va vous le mettre aussi. Ça vous permettra aussi d'avoir un peu de visibilité et un peu des documents pour pouvoir un petit peu commencer à analyser votre entreprise. Merci à vous. C'était le Smart Show. J'espère qu'on se verra très bientôt. Et puis, je vous dis à très, très, très vite. Merci. Ciao, ciao.